De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les fringues. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour tout le monde, bienvenue de l'autre côté du mur, le podcast le plus génial de tout le pays tout simplement, et surtout le podcast sans doute le plus censuré de tout le pays. Alors la semaine dernière on a été moins censuré que la semaine d'avant, mais quand même un tout petit peu, voilà, YouTube qui cesse de nous mettre en avant. Bon écoutez, en tout cas si vous êtes tombé sur le podcast de la semaine dernière et que vous revenez, c'est que ça vous a plu et c'est fort bien. Je me présente, Jean-Michel Aplati pour vous servir, et avec moi l'inusable Trotsky. Bonjour Trotsky. C'est ça, et bienvenue à tous ceux qui, si vous êtes là, c'est que vraiment vous êtes déterminés. Peut-être que vous êtes allé sur la 2e page YouTube, la 3e page YouTube et la 4e. Parfois on est là, on se prend, on sait pas pourquoi, même en notant le nom de l'épisode, hop, on n'apparaît plus. Il n'y a pas de souci. Donc écoute, merci à tous les déterminés qui sont toujours là. Oui, et alors le podcast de la semaine dernière a connu un succès fulgurant, bon, jusqu'à ce que YouTube évidemment nous censure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu qu'il y a eu pas mal de nouveaux venus. Ouais. Donc si vous êtes nouveau dans ce podcast, on va vous rappeler un tout petit peu le concept. Eh oui, en fait, c'est un podcast qui est assez nouveau. On a lancé ça fin novembre 2024 sur une idée qu'on se faisait chier en fait dans le monde du podcast. On s'ennuyait. Enfin, on se disait, attends, pourquoi c'est toujours les mêmes infos? Pourquoi c'est toujours le même mode de pensée ou presque? Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, en fait, on s'est dit, c'est marrant parce que nous-mêmes, quand on a eu cette idée tous les deux, quand on discute, même entre amis et tout, on a tendance à s'auto-censurer, à pas oser tout dire. Et je me suis dit, non, il y a des verrous mentaux qu'on a nous-mêmes, il faut les faire sauter. Et c'est pour ça, on va s'autoriser un petit peu dire ce qui normalement est interdit. Et pour ça, on a eu cette idée géniale de s'appuyer sur un autre pays. Parce qu'en fait, les autres pays, ils n'ont pas autant de censure mentale que nous. Donc c'est pour ça qu'on a traité le port d'armes en Suisse, les Qataris qui ont décidé d'arrêter de voter, le Salvador qui a mis 10% de sa population en prison. Enfin voilà, les autres pays prennent des mesures radicales et nous on est là à chipoter. Attends, parce que peut-être que ça c'est grossophobe, là ce que tu dis, attention et tout. Et donc on a dit, on va étudier un autre pays pour montrer ce qui se passe ailleurs. Ensuite on va montrer ce qui se passe en France. Ça c'est la deuxième rubrique pendant ce temps-là en France. Qu'est-ce que nous on est voilà avec les mairies écolos qui veulent cohabiter avec les dealers, etc. Et en troisième partie, parce qu'on n'est pas là que pour commenter, faire des commentaires de merde et retourner dans notre vie pourrie. Non, on a une rubrique action où toutes les semaines, on vous propose une action concrète à faire pour essayer de faire changer les choses et d'améliorer tout simplement le système où on vit, notre beau pays de France. Donc si vous venez d'arriver, nous sommes à l'épisode 11. Vous avez peut-être 10 épisodes à rattraper, bande de petits chanceux, ça peut vous faire la semaine. Chance. Donc évidemment, régalez-vous. Le sondage de la semaine dernière, avant de passer au pays de la semaine, c'était donc du coup sur l'épisode de la Belgique. C'est ça, et on avait demandé à tous nos auditeurs, à votre avis, est-ce que la Belgique sera le premier pays islamiste d'Europe? Parce que on sait qu'il y a une petite compétition, mais comme les Belges sont pas très nombreux, c'est ce qu'on vous a détaillé. Bon, allez écouter l'épisode. Qu'en fait, c'est voilà, le taux de prénom, c'était, je crois que c'était à Bruxelles, c'est ça, le premier prénom donné, c'était à consonance musulmane. Donc, on vous a posé cette question, et c'est vrai que sur YouTube, vous êtes moins farceur que qu'en podcast. Et la réponse qui a gagné, c'est il y aura match avec la Grande-Bretagne. En tout cas, je sais que le podcast de la Belgique a fait rigoler pas mal de monde. Ouais. Vous avez appris beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai appris plein de choses. J'imagine que Trotsky également. Ah carrément. Moi, déjà, jamais j'aurais imaginé. Je te jure qu'on m'aurait fait voter, tu sais, dans Question pour un champion. Dans combien y a-t-il de parlements en Belgique? Réponse A, 2. Réponse tu machin. Jamais j'aurais voté 8. Mais jamais je n'aurais voté 8. J'aurais été sûr que c'est toutes les réponses, mais pas 8. Donc évidemment, j'ai appris plein de choses. Et il y a beaucoup de gens qui se sont marrés parce que plein de Français, c'est quand même c'est très proche, la Belgique. Personne ne savait ça. Nous, on a reçu vraiment beaucoup de messages en disant non, mais arrêtez, vous rigolez sur la Belgique. C'est impossible, c'est pas vrai. Ah bah si, c'est vrai. Donc vraiment, on a eu beaucoup de retours de gens qui ont pété les plombs sur la Belgique. Et on est trop contents de pouvoir apprendre des choses aux gens, quoi. Trop cool. Évidemment, vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur ce podcast, sachez que toutes les infos que nous donnons sont des infos évidemment
sourcées, c'est pas des fake news. Non. On prend pas ça sur des sites un peu n'importe nawak. On prend vraiment, Oui. mais des fois sur genre, je sais pas moi, RTL.fr, tu vois. Ah, Et ouais. en fait, et les gens zappent des infos aussi grosses et du coup, nous, on vous les donne et vous régalez et c'est très bien. C'est ça. Je tiens à préciser d'ailleurs, une de mes sources principales, moi, c'est il y a peu de. En fait, pourquoi ce podcast-là, moi, je le trouve très original. C'est parce qu'on étudie un pays étranger. Il y a peu de gens qui font ça, même dans les gros médias. Et un des seuls, et c'est grâce à eux que je peux beaucoup m'appuyer pour regarder des interviews d'experts de là-bas, etc. Même si c'est évidemment le biais idéologique et à fond les ballons, c'est France 24. Donc moi, la plupart des sources de choses que je regarde, c'est beaucoup France 24 ou Euronews ou ces choses-là. Donc c'est des médias très traditionnels, conventionnels, tout ce que vous voulez subventionner. C'est pas du tout des sources ghetto. Hein. Donc oui, on travaille à partir des médias de grand chemin, comme on pourrait dire. Nouvelle semaine, nouveau pays, c'est parti, on prend l'avion et on file aujourd'hui en Suède. De l'autre côté du mur. Aimez-les pour leurs petits défauts. Achetez et revendez vos meubles dans nos espaces seconde vie. Ah, trop cool, on est sponsorisé. Let's go, l'argent. Putain, on est bien. Ouais, on est trop bien. Alors là, putain, ça y est, c'est une nouvelle ère là dans le podcast. On est sponsor par une grande entreprise, une multinationale. Ah bah c'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait les sponsors qui étaient arrivés. Merci, mon aplati. Hein. Non mais j'ai voulu faire original, d'habitude on met les îles des pays, bon bah là l'île de la Suède pour moi c'est Ikea. Bon en tout cas pourquoi avons-nous décidé de nous pencher sur le cas suédois? Parce que au deuxième épisode de ce podcast on a reçu un commentaire de quelqu'un qui... C'était au premier? Bon bah voilà, de quelqu'un qui nous a conseillé de nous pencher sur le cas suédois en nous disant la chose suivante, je te laisse lire Trotsky. Ouais, alors je lis aussi parce qu'il nous avait fait un petit message gentil, donc je lis aussi le petit message gentil avant parce que ça fait toujours plaisir quand vous nous envoyez des message gentil. Allez, on le lit à tout le monde. N'hésitez pas à faire pareil. Hein, si vous voulez nous conseiller un pays ou nous faire un message gentil, on le lira avec plaisir. Et donc, c'est Antonio qui nous écrit. Le commentaire est en public. Hein, vous pourrez aller le voir. Il est sur Spotify. Très bien, votre podcast et votre interactivité est très intéressante. Et vous faites passer des messages qui, je souhaite, réveillera quelques consciences. D'autre part, je souhaite vous partager qu'un pays démocratique, que son peuple contrôle les dépenses de leurs élus, est la Suède. Et s'ils dépensent l'argent public à des fins perso ou inutilement, ils sont priés de démissionner. Et également, leur système d'éducation, tout comme en Norvège et en Finlande, est largement au-dessus de la moyenne. Donc, Antonio nous conseille de s'intéresser à la Suède. On a décidé d'accéder à sa demande et effectivement de s'intéresser à la Suède. Alors, on l'a fait assez tard parce qu'on s'est dit, bon, bah, la Suède, il va pas y avoir grand-chose à dire. Ouais. La Suède, bon, nous, on connaissait pas vraiment ce pays, on n'y est pas allé. Non. Ce qu'on savait, c'est que, enfin, ce que les gens en disent en tout cas, c'est que la Suède, c'est un peu le Japon de l'Europe, c'est-à-dire que, bon, bah, niveau sécurité, c'est la folie. Tu peux laisser ton portefeuille par terre, personne te le vole, que les gens sont très gentils, très généreux. Je rajouterais juste que ça coûte quand même de l'argent, mais que globalement, moi, l'idée que j'en avais, c'est voilà, attention, les enfants, on faut surtout pas les frapper. C'est le premier. Ça, je savais que c'était le premier pays qui avait interdit de frapper les enfants, que c'est aussi un pays, voilà, les pays où la vie coûte cher, mais c'est quand même assez paisible, tout se passe bien, on est accueillant. Enfin, ouais, moi, j'avais cette image-là précisément de la Suède. Ça, c'était jusqu'à ce qu'on prépare cette émission-là. C'est ça. Parce que la Suède, en fait, fait la une de l'actu, voilà, depuis la semaine dernière, avec la plus grande tuerie de masse de l'histoire de la Suède. Ça s'est passé donc la semaine dernière. Le présumé coupable se nomme Rickard Andersson, donc c'est un Suédois pur souche, voilà, qui a tué 10 personnes dans, je crois, un centre de formation. Alors on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Et dans la même semaine, le militant anti-islam Salwan Momika, brûleur de Coran, a été tué par balle. Oui, parce que j'ai appris qu'en Suède, voilà, il y avait beaucoup de gens qui brûlaient des Corans dans la rue. Donc pourquoi pas. Après, ce que je veux dire, des fois, pour allumer le feu, t'étais un peu en galère. Merde, qu'est-ce qu'il y a? T'as ramassé les pommes de pain? Non, t'as pas ramassé les pommes de pain. Bah, c'est quoi? Passe-moi le Coran. Et puis, tu sais, tu prends ce qu'il y a sous la main aussi. Non, mais voilà, donc c'est vrai que je savais pas qu'il y avait autant de brûleurs de Coran. Toujours est-il que du coup, ces deux faits-là m'ont fait dire que quand même, le Japon de l'Europe, à mon avis, c'est peut-être pas ce qu'on croyait. Et alors, en nous penchant évidemment sur le sujet, on s'est rendu compte que en fait, la Suède n'était plus du tout le Japon de l'Europe, bien au contraire. La Suède fait partie des pays les plus dangereux d'Europe. Il est même le pays le plus dangereux d'Europe si on rapporte à sa population, devant le Bélarus, la France et l'Ukraine. Donc
On est... Pourquoi on est au milieu de tout ça, nous encore? Non mais sans déconner, putain, on prend entre le Bélarus et l'Ukraine, un pays en guerre, non mais c'est pas possible. Voilà, on est sur le podium. Et pourquoi il y a la Suède tout en haut? Mais jamais on aurait cru ça. Et là, j'allais te dire, ouais, t'as dit que ça fait la une de l'actualité, pas tant que ça. Hein. Je suis sûr que là, je vais faire un petit sondage là sur notre. Vous savez qu'on est en première à 18h tous les lundis sur YouTube. Je vais faire un petit sondage. Est-ce que vous étiez au courant de cette actu en Suède? Je pense pas que la plupart des gens sont au courant de cette actu en Suède. Hein. Franchement, non. Moi, je l'ai vu. Alors, ça n'a pas fait la une des journaux, mais en tout cas, oui, il y a eu quelques lignes dans quelques médias sur ce qui s'est passé cette semaine en Suède. Donc, nous, on s'est penché sur le sujet. Ouais. Pourquoi la Suède, qui était le pays le plus pacifié d'Europe, est devenue en quelques années le pays le plus dangereux d'Europe? Bon, ben alors, les mêmes causes produisant évidemment les mêmes effets, vous vous doutez bien que les Suédois, début des années 2000, ont ouvert les vannes à une immigration totalement folle. Ce qui produit aujourd'hui, écoutez bien, ça, c'est les chiffres de la police suédoise. En 2023, il y a eu 130 attentats à la bombe, 283 fusillades et 300 gangs. La Suède a également connu une augmentation de cas de viol, dont 84% sont commis par des non-suédois. Ça, c'est les chiffres. 84, t'as dit? Ouais, 84% Ouais, des ouf. violeurs sont des gens nés à l'étranger. Pour vous dire, en Suède, en 1975, on a enregistré 421 viols sur l'année. En 2017, la Suède a enregistré 7230 viols. Ouais. Donc à mon avis, aujourd'hui, ça doit être encore pire. C'est un truc de fou, la Suède. Le trafic de drogue donc a explosé, et donc du coup, ce qui a fait que beaucoup de gangs sont sortis de terre, un peu comme en France, quoi. En 2006, il y avait 8 meurtres par balle en Suède contre 53 en 2024. Donc vous imaginez un peu Le plus choquant, mais il faut que tu répètes. Le nombre d'attentats à la bombe, d'attaques à la bombe, parce que attaque à la bombe, c'est quand même pas, c'est pas comme nous au couteau, un mec à la bombe, ça nécessite quand même, je sais pas, une petite expertise. Ouais. Enfin, c'est quand même violent. Attends, il y en a quasiment un par jour. Depuis 2023, donc là nous sommes le 10 février 2025, donc Oui. depuis 2023, 299 Non, mais- attentats à la bombe ont eu lieu en Suède. Non, mais t'imagines, en 700 jours, c'est hallucinant, mais jamais j'aurais cru ça. D'attaques à la bombe. Non, mais À la bombe. c'est quoi ce bordel? Donc j'imagine que ça doit être des trucs artisanaux et tout, mais là-bas, il y a une filière, là, c'est pas possible, parce que c'est quand même pas à la portée du tout venant de faire une bombe, quoi. Même en France, ça, et pourtant en France, Dieu sait qu'on a On est notre inventif. gratin. Voilà, on est inventif et on a le gratin de la criminalité d'Europe. Mais alors des attaques à la bombe, j'avoue que j'avais jamais même pensé à que ce soit possible, quoi. Ah non, mais c'est hallucinant. Franchement, ce chiffre-là, moi, je pense que je m'en remettrai pas. Et alors l'insécurité est devenue telle en Suède que les prisons sont pleines, comme en France, vous me direz. Oui. Et en fait, les Suédois envisagent de louer des cellules à des pays étrangers pour y envoyer leurs criminels. Oui, alors ce qui est très marrant, c'est que là, j'aimerais faire un lien avec notre épisode numéro 2, il me semble, le Salvador. Eux, le Salvador, ils ont proposé de louer leurs cellules aux prisonniers des États-Unis. Alors c'est génial, c'est que tu as les pays qui sont en train de régler leur criminalité tellement qu'ils ont des cellules en trop. Bah, vous voulez qu'on vous montre comment on les mate, nous, les prisonniers? Envoyez-les nous, on va gérer. Et tu as les pays qui sont débordés comme nous, qui ont besoin d'acheter des cellules à l'étranger, d'en louer à l'étranger pour envoyer leurs prisonniers tellement il y en a. Alors que c'est pas une immense population, la Suède. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont déjà pas nombreux, les Suédois. Vous imaginez? La Suède, c'est 11 millions de personnes et C'est rien. une immigration complètement folle où les Suédois se retrouvent minoritaires aujourd'hui sur leur propre sol, ce qui a entraîné le gouvernement suédois, et on va y venir après avec tout ce qui est élections, etc., à prendre des mesures radicales, avec notamment la déchéance de nationalité pour les membres de gangs binationaux. Quand il y a eu ça en France, c'était mais attendez, mais vous êtes un pays fasciste, on ne peut pas faire ça, les droits internationaux. Nous, on imaginait que la Suède, il y avait un petit arc-en-ciel, une petite musique. Et bienvenue en Suède, c'est la Suède. Et là, on nous dit qu'en fait, eux, ils font de la déchéance de nationalité. Je rappelle que quand François Hollande avait proposé ça avec Manuel Valls, on les traitait de nazis, les mecs. On disait, ça y est, c'est l'extrême droite, voilà, les socialistes, le fascisme, NSDAP et compagnie. Putain, et eux, ils font ça en pleine détente. Donc c'est pour ça, quel plaisir de regarder ce qui se fait à l'étranger. Et on voit que même les Suédois, les mecs qui étaient apparemment les plus tranquilles, ils font des trucs qui nous avaient choqués au plus haut point et qu'on n'avait pas fait du coup.
Et c'est pas fini puisque la Suède procède aujourd'hui à une politique de remigration complètement folle. Et écoutez bien, l'exécutif va tenter d'augmenter les retours volontaires en proposant aux demandeurs d'asile de leur offrir une prime de 30 000 € s'ils acceptent de retourner chez eux. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, pour rester en Suède quand on est étranger, il nous faut gagner au minimum 2500 € net. En dessous, vous partez. Non mais ça c'est un... Mais t'imagines que nous... on nous fait des chantages à oui mais attendez maintenant ils sont là, on ne peut plus, on va quand même pas les renvoyer chez eux, vous imaginez bien et tout. Déjà, c'est une des raisons pour lesquelles on avait voulu justement créer cette rubrique à l'étranger, c'est que les Canadiens, déjà, eux, tu sais, pour aller chez eux, il faut que tu remplisses des questionnaires, que tu sois dans un métier intéressant et tout. Et alors là, c'est carrément un truc de salaire, il faut que tu sois à 2500 net, mais c'est un truc de malade. Ouais. T'imagines que là, ils se font plus de chantage à la discrimination, oui, mais quand même, attention, tel métier ne gagne pas. Là, en fait, moins de 2500, tu dégages et point à la ligne, c'est un truc de malade. Exactement, du coup, les hôteliers apparemment râlent comme pas possible, puisque du coup, plus de femmes de ménage, forcément, puisqu'elles gagnaient vraiment un salaire évidemment misérable, et elles n'arriveront jamais à atteindre les 2500 €. Donc, bon, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui font des petits business pour essayer de faire rester des gens en Suède. En tout cas, le gouvernement suédois procède aujourd'hui à une fin totale de l'immigration, se vantant même d'avoir un solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de sorties aujourd'hui en Suède qu'il y a d'entrées. Ouais, bah, je pense que c'est un des seuls pays d'Europe qui a ça, hein, avec peut-être la Hongrie, tu sais. Mais alors le reste, personne n'y arrive. Donc il faudra qu'ils nous donnent des petits secrets. Moi, je pense que je vais aller faire un petit tour en Suède, histoire de prendre des notes. Parce que là, c'est comme au Salvador, il faut qu'on s'inspire de comment ils font. Mais je me demande comment même légalement, c'est quoi, tu t'envoies une fiche de paye à 2434 €, on te dit allez hop, c'est fini, montez dans cet avion, monsieur. Je me demande comment c'est fait. Et est-ce qu'ils ont commencé depuis longtemps là, cette politique? Comment ça se passe? Je crois que ça fait 1 an et demi ou 2 ans, mais pas plus en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est assez récent. Bah, j'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'il faudra qu'on suive ce dossier de très très près. En tout cas, c'est un pays qui subit beaucoup d'émeutes et qui, du coup, a forcément, au bout d'un moment, pris conscience que ça ne pouvait pas durer, puisque je vous rappelle que les Suédois, ils ne sont que 11 millions. Donc, ça va très très vite. Sur le modèle belge, en fait. Et même Cos produisent évidemment les mêmes effets. Donc, si tu ouvres un peu trop les vannes, au bout d'un moment, les gens viennent, les gens font des enfants et tu te retrouves sur ton territoire en minorité. Et ça cause des problèmes de sécurité complètement fous, à tel point que des villes comme Malmö, qui étaient des villes assez paisibles il y a quelques décennies, sont aujourd'hui des énormes ghettos où plus personne ne souhaite aller. Et alors, moi, les derniers chiffres que j'avais trouvés, mais ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a tous ceux qui deviennent suédois, en fait. Mais j'avais lu qu'il y avait 20% de la population en Suède qui était née à l'étranger et 10% hors Europe. Mais j'imagine qu'en fait, sur ces 10%-là, il y a déjà, en fait, que sur les 100%, il y a déjà une énorme partie qui avait été naturalisée suédois, en fait. C'est fort possible. En tout cas, voilà, tous les criminels binationaux sont déchus de leur nationalité et renvoyés dans leur pays. Donc voilà, ça c'est pour le côté sécuritaire de la Suède, qu'on présentait comme le Japon d'Europe et qui finalement, du coup, ne l'est plus du fait de cette immigration massive. La Suède qui s'est évidemment, et vous en avez forcément entendu parler, illustrée par sa politique alors comment je pourrais dire pour passer les algorithmes facilement, du Covid. Ah oui, 19. Okay. D'accord. Voilà. Oui, okay. Je fais des blancs pour peut-être tromper l'algorithme. Enfin, vous savez que si vous dites trop deux fois ce mot plus d'autres mots, vous êtes carrément censuré. C'est à mon avis ce qui nous a coûté la censure sur l'épisode des États-Unis. Donc la Suède qui s'est illustrée pendant cette pandémie avec des mesures complètement à l'opposé des nôtres, puisque la Suède n'a jamais confiné, la Suède n'a jamais soumis le port du masque à ses habitants, la Suède n'a jamais fermé les bars et les restaurants. En fait, la Suède a continué à vivre et la Suède n'a pas tous les dégâts collatéraux que nous avons aujourd'hui, même à des meilleurs résultats, puisque les morts par million d'habitants en France, c'était 1889 et en Suède, 1520. Donc vous voyez, et sachant que, là... Ah, je crois qu'on va pouvoir l'utiliser, même si en fait c'est pas vraiment, mais quand même. La petite musique du complot. Oui, c'est l'alerte complot. Alors l'alerte complot, sachant que dans les 1800 morts par million d'habitants en France, on a comptabilisé par exemple si on était en cancer phase terminale, leucémie, unijambiste, et qu'on mourait et qu'on était testé positif au Covid, sachant que évidemment dans la cancer phase terminale, on allait mourir dans ce mois-ci ou même aujourd'hui.
on était compté comme mort Covid. Hein. Donc tout était compté mort Covid, puisque chaque personne qui était morte était testée. Donc en fait, même un mec, un accidenté de la route, si vous voulez, qui s'était pris 2 balles dans la tête, mais qui de fait était positif au Covid, il était compté comme un mort Covid. Donc si vous voulez, les 1800, vous pouvez le diviser, ce chiffre-là. C'est exactement ce qui est arrivé à un pote à moi. Son oncle s'est fait percuter par un camion à 3 tonnes. Ouais. Il est arrivé à l'hôpital, dans un état, vous imaginez bien. Il était mort, ils l'ont testé et dans la fiche d'essai, mort Covid. Hein. Oui. Voilà. Non, mais bien sûr, mais le truc, mais dans les EHPAD, je veux dire, les mecs, il y en avait qui avaient si vous voulez, des espérances de vie qui dépassaient pas la semaine et qui sont décédés. De fait, ils ont attrapé le Covid, mais ça n'avait rien changé. Ils l'avaient même pas, le virus n'était même pas développé dans leur corps. Enfin bref, on a mis tout Covid parce qu'il y avait là, celle-là, elle est méritée. Parce que du coup, ça gagnait beaucoup plus d'argent quand on traitait un patient Covid. C'est-à-dire quelqu'un qui était mort du Covid, il y avait des énormes primes. Quand on faisait des tests Covid, on avait des primes. Donc il y a plein de gens qui se sont fait énormément d'argent si ça sortait Covid au lieu de pas Covid. Et alors, l'argument évidemment que tous les pro-confinement nous sortaient à chaque fois quand on parlait de la Suède, ils nous disaient que la densité de la population était nettement inférieure aux Français. Ils disaient que, eux, ils s'imaginaient que tous les Suédois vivaient dans une forêt, alors que pas du tout. La densité de la Suède, la densité urbaine de la Suède est nettement supérieure à celle de la France. En gros, c'est l'équivalent de l'Île-de-France. Oui, donc ce qui est, nous, notre densité la plus haute en Île-de-France. Donc, exactement. Oui, donc on est bien d'accord qu'en Suède, ils n'ont jamais dû, parce que il y a eu un fameux débat où ils ont dit qu'ils avaient quand même mis finalement un pass sanitaire. Il n'y a jamais eu le pass sanitaire au final. Pas de pass sanitaire, en revanche une grosse politique vaccinale avec 84% de la population éligible qui s'est fait vacciner. Ok, ouais, et je crois qu'en fait, là où l'arnaque des pro-confinement, etc., ils ont dit si, ils ont mis le pass sanitaire tellement il s'était dépassé, c'est qu'en gros, eux, ils ont mis, c'était pour les gros concerts, les trucs de plus de 5000 personnes, etc. Je crois qu'en fait, il y a eu un pass, mais vraiment pour les grandes salles. Donc, il y a eu le mot pass en Suède, mais qui était vraiment pour des grands événements, rien à voir avec nous pour aller à l'hôpital. Je rappelle, parce que là, il y a des gens, ils font des... Hop, ils oublient. C'est, oula, mince, j'ai oublié. Les gars, vous savez que si vous aviez, par exemple, je sais pas, un cancer, n'importe quoi, que vous deviez aller à l'hôpital, si vous n'aviez pas votre passe, on vous disait non, allez vous faire voir. C'est ça le pays, vous savez, que la sécurité sociale, que le monde nous envie. Je vous rappelle quand même que c'est ça. On en reparlera en tout cas dans un peu plus d'un mois dans notre hors-série spéciale Covid-19 qui va nous valoir à mon avis une censure extrêmement géniale. Là on l'aura mérité. Ouais, c'est vrai. On va fêter l'anniversaire du confinement en France comme il se doit. Je peux vous dire que ça va être un podcast assez piquant. Donc voilà pour le côté sécuritaire de la Suède, le côté immigration et le côté politique de confinement et le côté politique vaccinal durant le Covid-19. Mais c'est pas que, puisque la Suède s'illustre aussi dans d'autres domaines. Oui, alors en fait, moi, je veux pas qu'on fasse comme si tous les pays étaient un copier-coller. C'est-à-dire, la Belgique, c'est pareil que la Suède et tout. Non, pas vraiment. Parce que oui, il y a une question migratoire, évidemment, mais il y a quand même une énorme différence entre les deux. C'est que la Suède, à la base, leur premier fer de lance, c'est l'éducation. En Suède, on nous dit, le modèle... vous avez bien vu le message, et moi je le comprends, le message. Le modèle d'éducation de la Suède est particulier, etc. On a des petites étoiles dans les yeux. Alors je vais vous dire ce qu'il en est du modèle d'éducation suédois, entre les clichés et les réalités. Eh bien, premièrement, vous savez que la Suède, c'est un des premiers pays au monde qui est passé au tout numérique. C'est-à-dire les manuels scolaires, les cahiers... Non, tu prends ta tablette, Antoine, et tu prends ton ordi et ton téléphone, et voilà. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Évidemment, je vous dis le spoiler tout de suite, et finalement, au bout de une dizaine d'années, parce que c'était en 2013 qu'il y a eu la plus grande loi pour garantir l'accès aux technologies numériques dans toutes les écoles du pays. Vous savez, c'est toujours comme... on vous vend toujours ça, vous y avez droit, donc faites-le. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, donc ça a duré... Ouais, c'est ça, ça a duré 10 ans pile. Eh bien, en 10 ans, ils ont dit finalement, on va payer 60 milliards pour remettre des manuels dans toutes les écoles. Parce que c'est horrible, ils ne savent plus lire. Donc, attends, la Suède revient donc du coup sur sa politique d'immigration. Oui. La Suède revient maintenant sur sa politique d'éducation. Oui. C'est tout? Non, c'est pas tout. Rassure-toi, c'est pas tout. Parce que là, c'est juste la politique du tout numérique. Mais il y a des trucs où ils ne reviennent pas. En tout cas, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu. Donc, je vous avais dit que la Suède, c'est le premier pays qui a interdit à mettre des fessées, à mettre des claques, etc. Parce qu'on considère l'enfant, attention, il ne faut surtout pas, c'est un être humain comme nous, le mot caprice n'existe pas là-bas, on fait attention. Et en fait, c'est-à-dire que déjà,
à l'école en Suède, la première chose que je voulais vous dire, c'est que tout le monde est en chaussettes. Ok. Tout le monde est en chaussettes, putain. Vous voyez bien que le système peut pas marcher. Tout le monde est en chaussettes. Attends, après, attention, c'est Non, des non, pays, c'est des pays particuliers, c'est des pays qui ont une culture nordique vraiment, vraiment particulière, qui n'a rien à voir avec la nôtre. On est proches et en même temps, nous sommes tellement loin quand on voit rien que l'état des prisons en Suède et l'état des prisons en France, ça n'a strictement rien à voir. En Suède, une cellule de prison en Suède, c'est votre chambre à coucher, hein. C'est quelque chose de très propre, de très... Donc on est quand même... Bon, c'est vrai que les chaussettes, c'est assez ridicule, mais on est quand même sur des cultures diamétralement opposées, hein. Je faisais ça pour rigoler parce que, en fait, moi, si vous voulez, j'imaginais mon prof d'histoire géo qui déjà puait énormément de la bouche et de l'œsophage. J'imagine même pas s'il enlevait ses chaussures. Il s'appelait, j'allais dire son nom, non, il s'appelait Monsieur P. C'est horrible. Bon, en fait, lui, il puait. Je me dis, tu peux pas te concentrer. Et en fait, c'est-à-dire qu'à l'école en Suède, l'école déjà est obligatoire à partir de 7 ans. Donc avant, c'est uniquement des jeux. C'est-à-dire tu joues à Troc-Carotte, tu joues au jeu de loi. Voilà, tu te fais un petit kiff. Voilà, c'est super. Et en fait, ils arrivent à 7 ans. Et en fait, en classe, apparemment, c'est très bruyant, c'est un capharnaüm. C'est-à-dire que les élèves, ils sont pas tenus de rester assis, d'écouter le prof. Déjà, les profs, on les tutoie, on les appelle par leur prénom. Et tel qu'un Suédois, j'ai écouté une interview là, d'un élève suédois de 19 ans, il dit qu'en fait, le prof, on le considère comme un ami. C'est pas c'est pas, si tu veux, un symbole d'autorité. C'est un ami à toi. Tu lui parles, tu lui dis bonjour Martin, ça va alors ce matin, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et en fait, tu n'es pas tenu de rester assis et d'écouter le prof. C'est-à-dire, tu peux te lever en cours, te barrer, tu peux aller voir ton pote, et en fait, chacun fait sa petite vie en fait dans la classe. Donc ça, dès 7 ans. Alors là, je sais ce que les gens se disent en écoutant ça. Ils se disent, mais putain, mais j'imagine le même concept à Sarcelles. Mais alors, et c'est là en fait que... En fait, c'est pour ça que je critique pas la Suède. C'est parce que dans une société très, très homogène comme l'était à l'époque la Suède, je pense que ça ne posait pas problème puisque, à mon avis, ça a toujours été à peu près ça. Et ça a formé des Suédois très bien qui ont développé comme il faut leur pays avec de belles industries. On a rigolé sur Ikea tout à l'heure, mais c'est une très très belle industrie. Ah oui, tu m'étonnes. Donc forcément, avec une population homogène, ça, à mon avis... Et dans une culture nordique, c'est pas impossible que ça marche et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais maintenant, avec une population plus hétérogène, à cause évidemment de l'ouverture des frontières de manière massive, c'est évidemment un énorme échec. Enfin, on subit en France évidemment l'immigration. Alors maghrébine, eux, je sais que c'est plus l'immigration du Moyen-Orient, mais imaginez 5 secondes, 10 Afghans arrivés en chaussettes, à pas être tenus de rester sur leur bureau, à tutoyer le prof, évidemment que ça part en couille. Bon, et après, je sais pas si c'est que ça l'immigration, mais il y a aussi un autre truc, c'est que en fait, donc ils ont fait leur petit jeu, on doit pas leur dire aussi ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui décident un peu quels devoirs ils font, quelle matière ils étudient, et pendant 1 an, je crois que c'est avant l'entrée à leur collège, ils doivent faire 1 an juste d'artistique. C'est-à-dire, tu fais 1 an d'art plastique, 1 an de musique, 1 an de je sais pas, de chamboule-tout, de capla, de ce que tu veux. Et en fait, il y avait pas d'histoire, pas de suédois, pas de maths, rien pendant cette année-là. Et ensuite, on reprenait. Donc, c'est-à-dire que c'était quand même un délire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment? C'est que l'indicateur un peu international, c'est PISA. Tu sais, c'est Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et en fait, ils ont remarqué que les élèves suédois, que ce soit en lecture, en mathématiques et en sciences, entre 2000 et 2012, ils ont baissé et maintenant, ils sont en dessous de tous les pays industrialisés, en dessous de la moyenne de l'OCDE. Ça, c'est les pays les plus industrialisés. Donc là, en 12 ans, ils ont fait une chute monumentale et c'était avant la politique, puisque je vous l'ai dit que c'était en 2013, de tout faire sur tablette, sur ordinateur et compagnie. Donc ensuite, il y a eu une autre baisse. C'est le classement PIRLS, donc Progress in International Reading Literature, qui dit que le pourcentage d'enfants de 10 ans qui a des difficultés à lire est passé de 12 à 19% en 5 ans en Suède. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2023, le gouvernement décide de réintroduire les manuels scolaires directement. Donc là, ça leur coûte 60 millions. Donc, alors que c'est eux, j'imagine le prix que ça a coûté de mettre des tablettes et des ordinateurs partout. Hop, finalement, on change et on remet ça. Et le ministre de l'Éducation, elle a dit bon, c'est très bien de jouer, mais maintenant on va mettre de l'histoire et on va arrêter. Et donc ils ont arrêté cette année d'art, cette année de césure, en fait, ils ont arrêté ça. Et ils ont décidé maintenant de remettre des matières un peu plus sérieuses et compagnie. Bon, on n'a toujours pas
solutionner ce truc de l'enfant qui se barre, qui peut se lever en classe, aller discuter avec son pote et revenir à sa place quand il aura envie, et faire les devoirs qu'il a envie. Mais par contre, c'est en train de serrer les boulons complètement en Suède. En revanche, il y a des sujets où ils n'ont toujours pas décidé de comprendre que c'était n'importe quoi, selon mon avis. C'est que déjà, les Suédois, niveau wokisme, là, on est très très haut. C'est pour ça qu'ils ont ouvert toutes les vannes de l'immigration en 2000. C'est parce que eux, ils adorent ça. Donc, c'est-à-dire que sur le site du gouvernement, il y a marqué que leur gouvernement est féministe. Voilà, c'est dans les premières lignes. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'on allait rigoler à cet épisode, tu vois. J'ai dit, mais attends, oula, oula. Donc, qui dit féministe dit... c'est féministe, non-genré, LGBT, c'est tout. Hein. Là-bas, c'est tout. Donc, c'est le premier pays à avoir mis le pronom neutre. Donc, c'est-à-dire, nous, notre Yel, c'est ni pour dire il, ni pour dire elle. Eux, c'est le premier pays à avoir mis ça. Le N, je crois que c'est... Mais bon, la prononciation est tellement dure que je vais pas m'y mettre, mais en gros, c'est hen. Et en fait, là-bas, il y a un congé parental non genré. C'est-à-dire que tu fais un enfant avec ta femme, eh bien, il y a 480 jours que vous répartissez. Mais peu importe si c'est la femme, si c'est l'homme, voilà, toi tu peux prendre 479 jours et donner un jour à la femme qui a accouché. Voilà, démerde-toi. Excuse-moi, t'as dit un truc un peu sexiste, si je peux me permettre. T'as dit tu fais un enfant avec ta femme. Oui, c'est vrai. Que je peux me permettre. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai que si on veut s'enlever ce petit mention explicite sur notre podcast, il va falloir qu'on fasse des efforts. Mais t'as raison de me recadrer. T'as vraiment raison. Parce que là, il va falloir qu'on travaille. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, figurez-vous, l'éducation sexuelle à l'école. Parce que non, on ne fait pas d'histoire, on ne fait pas de suédois, on ne fait pas de maths. C'est parce qu'on a le temps. Et dès le plus jeune âge, je vous cite la constitution, le programme scolaire suédois. On y aborde les concepts LGBTQIA+, la non-binarité, les différentes formes de relations affectives et sexuelles. Et dès le plus jeune âge, on parle franchement de contraception, de MST, de IST, de masturbation, du plaisir et de bien-être sexuel. Voilà. Et donc, en étudiant ça, vous avez vu que c'est super. Hein, leur niveau a totalement baissé, il s'est effondré. Leur idéologie pourrie, vous voyez qu'il faut un retour énormément dessus. Donc c'est marrant, ils ont poussé le curseur extrêmement loin de tout ce qui nous arrive. Hein. L'éducation sexuelle à l'école, c'est en train d'arriver en France très très fort. Que ce soit leur truc de prénom... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire un truc important. On n'est pas noté en Suède. En Suède, on n'est pas noté avant le collège, avant 12 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition entre les élèves. Et chacun, il n'y a pas de programme scolaire. On fait en fonction de toi. Ah bah tiens, toi, ça t'intéresse les maths, machin. Donc on fait un truc personnalisé. Donc je pense que, comme tu dis, ça a bien marché dans les années 80. Et là, maintenant, c'est tellement le sbeul que ça marche pas du tout. Et en fait, on leur met des lettres après. Donc ils ont décidé de leur mettre des lettres, et sauf qu'il y a un examen commun, et en fait l'examen commun a révélé que le niveau s'effondrait, et du coup ils sont en train de se poser des grandes questions sur tout leur système. Mais si tu veux, là-bas, vous avez compris l'idée, c'est bienveillance, il n'y a pas de compétition. En fait, l'objectif des Suédois, c'est d'enlever le stress des enfants. Donc ça fait des enfants qui sont un petit peu capricieux. Je sais qu'eux, ils détestent dire ça. Non, c'est pas ça, il exprime son mal-être par rapport... Vos gueules, il fout le bordel, ton enfant, donc arrête. Et donc, il y a un peu le culte de l'enfant roi en Suède. En fait, c'est ça la vérité. Donc en fait, c'est un peu la Suède, c'est le Montessori puissance 10 000 au niveau de l'État. Mais en tout cas, ce que je remarque quand même, c'est que vous voyez, les Suédois ont poussé, comme tu l'as dit, le curseur très 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 loin dans beaucoup de domaines et sont finalement en train d'y revenir vraiment petit à petit. Mais ce qui est plutôt bien, en tout cas, je trouve que c'est plutôt normal, en tout cas, quand tu pousses le curseur, que tu vois que ça marche pas, de pas continuer à t'enfoncer dans la merde comme nous on peut faire en France. Eux au moins ils ont la décence de dire bon bah ok, on s'est trompé sur ça, on fait autre chose. C'est vrai que sur certains sujets, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur l'immigration, ils reculent. Moi par exemple, pour l'instant j'ai pas vu qu'ils reculaient sur l'éducation sexuelle, etc. Mais bon, à voir si peut-être que dans quelques années ils reculeront aussi sur ça. Alors je voulais aussi vous parler, ça m'a fait beaucoup rire dans leur wokisme à fond les ballons, c'est que il y a la parité qui est inscrite dans leur constitution. Donc s'imagine, il faut absolument que ce soit la parité dans tous les postes, etc. C'est hyper important. Et il y a un truc moi qui m'amuse à chaque fois, j'aime bien leur renvoyer dans la tête, c'est que tu sais, c'est interdit de dire il n'existe pas de race. Voilà, c'est interdit, ça n'existe pas. Par contre,
il faut avoir une parité dans toutes les ethnies. Donc au final, il faut quand même une parité en fonction des origines, etc. Donc ça m'a toujours fait rire. Ah, c'est pas une parité au niveau du sexe alors? Les deux. Ah, d'accord. Hommes-femmes, et parmi les femmes, il faut qu'il y ait un pourcentage afro-américaine, machin, je sais pas quoi, caucasienne. Oui, ça, dans les universités et tout, on réserve des places en fonction des ethnies. En tout cas, ce qui est bien, et ça peut nous rassurer, c'est que la gangrène wokiste ne touche pas que la France, elle touche aussi, en fait, finalement, tous les pays occidentaux. Oui, c'est ça. Et moi, ce que j'adore, c'est que du coup, c'est un pays où la vie est très chère. Donc tout coûte extrêmement cher, on est beaucoup taxé, les logements c'est cher, mais c'est pour financer ce genre de choses, donc c'est génial. On voit bien que si tu veux, cette idéologie-là ne mène qu'à taxe. Ce qui est bien, c'est qu'on a un exemple qui nous permettrait de se dire, ah, peut-être qu'il ne faut pas qu'on suive cette route-là. Donc j'espère que ça éveillera des consciences leur fameux exemple suédois qui pourront arrêter avec ce truc-là. Il y a quand même des choses à signaler en Suède, c'est au niveau de la transparence. On nous en a parlé dans le message d'introduction, donc j'ai étudié ce sujet-là, la transparence avec les élus. Alors, en fait, le modèle suédois, c'est une dinguerie. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que il y a, imaginons, tu as ton député et tu as entendu parler qu'il avait payé un café avec l'argent de l'État. Tu vas à l'Assemblée nationale, tu envoies un petit mail et sous 48 heures, on t'envoie toutes les dépenses de ton député qu'il a faites avec l'argent de l'État. Toutes ses notes de taxi, toutes ses notes de resto, on t'envoie tout. Tout est transparent là-bas et c'est valable pour les élus, mais c'est valable pour toi et moi. Par exemple, si on était suédois et qu'on travaillait dans la même entreprise ou que je sais pas, t'étais mon boucher, je peux demander à l'État d'avoir tous tes revenus et toutes tes dépenses. Tout est transparent là-bas. Mais c'est un truc de dingue. Oui. Alors, autant sur les élus, je comprends, etc., c'est l'argent public, mais moi qui suis boucher, qui est mon entreprise, je comprends pas l'intérêt. En fait, j'essaierai de vous retrouver le lien pour le mettre en description. C'est un Canadien, donc la radio du Canada, donc attention, hein, c'est très mainstream. Il a demandé à avoir les revenus de son boulanger et on lui a envoyé les mecs. Les mecs ont envoyé les revenus de son boucher. Il a gagné tant, il paye tant de loyer, machin. Parce que là-bas, la culture, c'est comme ça, c'est super transparent. Donc c'est une dinguerie. Ouais. Bon, pourquoi pas. On a des exemples d'élus qui se sont fait prendre la main dans le sac. Alors, là, je sais qu'il y a un truc qui arrive très souvent et qui est en fait une fake news. Alors moi, je suis pas trop fact-checker et compagnie, mais il se trouve qu'il y a une tu sais, un peu, on va dire une idée reçue, tu sais, comme le mec qui aurait écrit le culot, c'est ça, au bac de philo et qui aurait rendu une copie blanche et qui aurait eu 20 sur 20. Et ben là, il y a une idée reçue qui dit qu'il y a une élue suédoise qui, pour 2 tablettes de Toblerone, je suis désolé, je cite la marque, mais on sera peut-être sponsor, se serait fait virer. Enfin, aurait dû démissionner. En fait, c'est faux, la meuf, elle a piqué 8000 balles. Hein. Donc ça fait beaucoup de Toblerone. Elle a peut-être racheté Charlie la chocolaterie en entier. Elle a racheté toute la chocolaterie, la meuf. Donc si tu veux, il y a des exemples. Alors c'est très peu. Hein. Là, tu vois, j'ai essayé d'établir tout le nombre de gens qui ont volé de l'argent en Suède sur les 2 dernières années et j'ai trouvé que 2 exemples. Alors 2 exemples, les mecs, ils y sont allés franco. Ils sont allés franco, c'est-à-dire qu'ils ont volé... Alors attends, c'est quoi Ah oui, voilà. La gouverneure du comté de Stockholm, qui, elle a été forcée à démissionner parce qu'elle a nommé 2 amis proches à elle, donc c'est-à-dire des emplois fictifs, un peu à la Pénélope Fillon, enfin comme tous, hein, aussi Pénélope Fillon, mais voilà. Et elle a facturé des déjeuners et des dîners. C'est plusieurs centaines d'euros. Et il y a le Parti social-démocrate qui, eux, apparemment, ils ont vendu des tickets de loto à des personnes âgées vulnérables. Ambiance Bettencourt. Ce qui est bien, c'est qu'en France, nous, on écoute ça, on se dit oui, alors. Oui, bah c'est ça. Et là, en fait, c'est les deux seuls trucs que j'ai trouvés plus récents que 2023. Je n'ai trouvé rien d'autre. Parce qu'en fait, n'importe qui peut vérifier toutes les dépenses de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment vénère. Et sauf qu'une fois que les journaux ils commencent à faire des articles sur toi, le parti, c'est tolérance 0 niveau corruption là-bas. C'est-à-dire qu'on te dit, bon, il faut démissionner. Il faut que tu démissionnes et ils démissionnent les mecs. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Suède, du coup, revient sur beaucoup de principes dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce que ça donne, du coup, au niveau politique en Suède? Parce que, bon, j'ai l'impression que c'est à gauche, non? Eh bien, non. Spoiler, non. Moi aussi, je pensais que c'était à gauche, et avant, c'était à gauche. Mais en fait, tu vois, toutes les mesures que tu as citées, renvoyer les immigrés, arrêter le tout numérique, etc., ça, c'est pas des mesures qui viennent de la gauche, crois-moi. En fait, il y a 2 choses que j'aimerais mettre en lumière. La première, c'est que cette transparence absolument énorme, déjà, j'aimerais mettre un petit bémol, c'est que, par exemple, niveau santé, c'est pareil. Là, vous savez qu'on a essayé de vous faire le coup, là, le passeport santé, tu te souviens, où en gros, tu mets toutes tes données de santé et tous les médecins y ont accès. Et c'est stocké, en gros, tout le monde peut voir toutes les maladies que tu as eues, tous les professionnels que tu as consultés, etc. En Suède, c'est pareil. Tu as une assurance santé, je crois que ça s'appelle. Et par exemple, pour t'inscrire à une salle de sport, il faut que tu donnes ça.
tous tes antécédents médicaux, etc. Si tu l'as pas, tu peux pas t'inscrire à aucune salle de sport. Donc il y a quand même un petit côté liberticide, je trouve, ça c'est le premier point. Mais par exemple, cette transparence à outrance fait que les Suédois ont plus confiance en leurs élus, même si ça baisse. Ça commence à baisser fortement. Mais les dernières élections, comme ça je vais te donner les résultats tout de suite, les dernières élections qui ont eu lieu en 2022, c'était des législatives, il y a eu 84% de votants. T'imagines ? Ah oui, c'est énorme. Eh oui, c'est absolument énorme et c'est en baisse. Leur taux de participation est en baisse, mais c'est encore à 84%. Donc, je pense que c'est la première conséquence de la transparence, c'est que du coup, on vote beaucoup plus. Mais qui gouverne là-bas ? En fait, il y a une alliance entre les LR et le RN. Je fais simple. Mais, mais par contre, comme ils ont encore un peu un cordon sanitaire, ils ont peur, il se trouve qu'il n'y a que le parti chrétien et le parti de la droite modérée qui gouvernent, mais soutenu par le RN. Mais le RN, l'extrême droite suédoise, n'est pas au pouvoir. Mais par contre, elle soutient ce gouvernement. Attends, ils ont peur de l'extrême droite alors qu'ils prennent 300 attentats à la bombe par an ? Bah, en fait, oui, ils les mettent quand même pas au gouvernement. Ils sont encore un petit peu, oui, attention, ouais. Il y a encore, après, t'imagines la propagande de l'école, la propagande médiatique de fou furieux. Évidemment que nous aussi, je suis désolé, mais t'as déjà vu un ministre d'extrême droite, toi ? Enfin, en tout cas, un ministre encarté RN-FN, nous non plus. On n'a jamais passé ce cap-là alors qu'ils ont quand même gagné les législatives. Ou en tout cas, ils sont arrivés deuxième si on compte tout le NFP ensemble. Bon, donc nous, on est exactement pareil qu'eux. Donc en fait, là, si tu veux, voilà, le résultat des élections, c'est maintenant pour 3 sièges. Ils gagnent de 3 sièges, c'est l'alliance de la droite. Et c'est eux qui prennent ces décisions-là de renvoi des immigrés, etc. C'est très intéressant finalement parce que quand on fait un bilan des... Alors là, on est au 11e épisode, on a fait, je crois, 3 pays européens. Donc on a fait la Suède, on a fait la Belgique, l'Allemagne, on a fait l'Allemagne et l'Angleterre. Ouais. Voilà, et l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque en fait que politiquement, en tout cas, on a une montée des partis très à droite, des partis très conservateurs, très nationalistes, et qu'on a évidemment une descente des partis très très à gauche. En tout cas, on remarque que les peuples commencent à voir que l'idéologie de gauche n'a pas marché et qu'il faut en changer en tout cas. Sauf, il me semble que c'est l'Espagne qui quand même prend des mesures pas mal de gauche. Il faudra peut-être qu'on étudie l'Espagne, pourquoi pas ? Oui, alors on va étudier, on va vraiment étudier l'Espagne. L'Espagne ne fait pas exception à la règle. Le parti Vox, qui est l'allié du RN, gouverne dans beaucoup de régions en Espagne et son président est, je sais, favori prochaine législative. Donc l'Espagne, c'est à gauche sans être à gauche, mais c'est très très intéressant ce qui se passe en ce moment même en Espagne. En tout cas, on remarque que, comme je l'ai dit précédemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui fait que partout en Europe, on voit une montée de la droite plus radicale, plus nationaliste et une descente bien comme il faut de la gauche très socialiste, très immigrationniste, wokiste, etc. Donc c'est assez intéressant. Et chrétienne. Là, les Suédois, il y a le Premier ministre est soutenu par les chrétiens. Le parti chrétien-démocrate, c'est quand même pareil. Ça, c'est assez nouveau. Normalement, enfin, ouais, ce que je veux dire, là, en Europe, on était quand même en train de s'éloigner de tous ces partis à tendance religieuse, etc. Là, c'est des partis chrétiens-démocrates. Moi, quand j'ai vu qu'ils avaient de tels scores, les chrétiens, ça m'a vraiment étonné. Donc, il y a un basculement absolument énorme dans plein de pays. Et encore, on ne vous a pas fait tous les pays de l'Est, parce qu'on n'a pas fait de l'autre côté du mur en Pologne, on n'a pas fait de l'autre côté du mur en Hongrie, etc. Donc là, c'est gouvernement carrément par l'extrême droite. Bon, après, dans les pays de l'Est, ils n'ont jamais vraiment penché à gauche, ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une... En fait, est-ce que finalement, tout ça, c'est pas que des cycles ? Je m'explique. Est-ce que c'est pas des cycles de déchristianisation, rechristianisation, déchristianisation, rechristianisation, un peu de la gauche, de la solidarité quand tout va bien, et hop, on revient aux valeurs un peu plus fondamentales de tradition, de droite et d'ordre quand on sent que ça va un peu plus mal. Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement l'histoire du monde et l'histoire de la vie en fait qui fait son chemin tout simplement, et est-ce qu'on n'est pas justement, enfin je pense qu'on l'est en tout cas, à un point de bascule et la table va pas tarder à être renversée dans tous les pays occidentaux en tout cas.
Oui, ah bah moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste que, évidemment, l'ambiance, le climat a changé. Il y a eu beaucoup de causes qui se ressemblent dans les pays, que ce soit sur plein de sujets, hein, sur baisse du pouvoir d'achat, augmentation de l'insécurité. Et au final, bien, il y a des tendances où on se tourne vers des partis différents, voire on se détourne totalement de la politique. Comme c'est quand même, nous, on a quand même un taux d'abstention qui est énorme. Je sais pas si. Enfin, c'est plutôt ça la tendance, en tout cas, de se détourner peut-être des partis traditionnels, un petit peu. Enfin, nous, il y en a eu quand même des années et des années d'alternance droite-gauche très modérée. Là, on s'autorise un peu plus les extrêmes. Donc, je pense que dans toute l'Europe, c'est un petit peu pareil. Nous, on suit quand même aussi les États-Unis, qui sont notre phare, où on est quand même. C'est simple. Et si j'écoutais Trotsky, on ferait un épisode sur les États-Unis tous les lundis. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais non, mais attends, mais t'as vu tout ce qui se passe là-bas? Là, ne me lance pas, parce que là, il y a 50 ordonnances tous les 2 jours, mais c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant les États-Unis. Comment nous, c'est important pour nous. Regardez, on parle que de ça quand même. Vous voyez bien que nous, j'ai eu un débat mardi. Je suis allé chercher du poisson. J'étais au poissonnier et là, il y a un mec qui est devant moi et qui commence en fait à dire. En fait, il parlait de ce que Trump a dit sur Gaza. Vous savez, il veut en faire la nouvelle Côte d'Azur. Le mec, il veut que ce soit la French Riviera. Bah là, c'est la Gaza Riviera. Il veut tout détruire et foutre des plages paradisiaques et des hôtels 5 étoiles. Et donc, le mec devant moi, il parlait de ça et tout. Et moi, je suis pas le relou qui veut absolument débattre avec les gens, convaincre les gens, j'en ai rien à foutre. Mais là, il me prend à partie en me disant que je sais pas quoi, que Trump on a rien à foutre de Dieu, ou bref, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a raconté. Et du coup, moi, par provocation, je lui dis, est-ce que c'est pas Dieu qui l'a sauvé de sa balle dans la tête? Direct. Et donc bref, tu vois ce que je veux dire? Là, j'étais quand même au fin fond de chez un poissonnier. J'étais pas dans un débat politique. Et bah, ça parle quand même de Trump. N'importe qui. Enfin, tout le monde parle des États-Unis. Je vois bien que ça nous concerne très fort quand même les États-Unis. C'est pour ça que moi je trouve ça intéressant. Mais je suis d'accord, on peut pas faire ça tous les lundis. Ben, ça nous concerne. Et en fait, on voit que la volonté politique, c'est tout, et que on voit qu'en fait le politique a du pouvoir, mais que la plupart ne veulent pas l'exercer par peur du politiquement incorrect, et que lui en a rien à foutre, et il y va. Là, j'ai vu le retour des pailles en plastique. Nouvelle ordonnance de Trump sur le retour des pailles en plastique, parce que les pailles en carton, ça ne marche pas. Non, mais vous voyez, le mec s'en fout en fait. Et en fait, ce qui fait bizarre, notamment aux Français, c'est qu'il fait ce qu'il dit, et surtout, il fait ce pourquoi il a été élu. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous change. Bon, en tout cas, revenons à la Suède. Ouais. Tout ça pour dire qu'on a balayé comme il se doit en quelques minutes ce qui se passait en Suède. J'espère que vous en avez appris des bonnes, et que du coup, ça vous donnera envie d'aller en vacances en Suède, je suis pas sûr. Mais payer 12 € le café, avec plaisir les gars. En tout cas, on remarque qu'il y a un grand changement de paradigme. Totalement. Les Suédois de 2000 et les Suédois de 2025 ne sont plus les mêmes, et n'ont surtout plus la même manière de penser. Donc évidemment, affaire à suivre sur la Suède. Totalement. Comme je suis d'accord avec toi en conclusion, il y a un vent qui tourne totalement en Europe. Et à ce sujet-là, on peut déjà le dire, on suivra évidemment les élections en Allemagne. Parce que si l'Allemagne bascule à la droite dure, c'est plus la même dans la tendance de l'Union européenne où on est. Exactement, ça sera l'épisode du le 23 février, les élections en Allemagne. Exactement, donc le 20, nous sera le 24. On débriefera ça le 24, pourquoi pas. Bon, à voir si c'est le dimanche soir. Bon bref, mais en tout cas, c'est fin février. Bon, parfait, c'est magnifique. La Suède, c'est fini, on reprend l'avion, on file chez nous, dans notre hôpital psychiatrique préféré. Et là, il y a du lourd, direction la France. Pendant ce temps-là, en France... Et oui les amis, cette semaine, j'ai prévu pour vous du très lourd dans ce pendant ce temps-là en France. Et alors là, ça peut durer longtemps. Donc, est-ce que je fais la bonne nouvelle quand même ou pas? Bah oui, parce qu'il faut du positif. Là, on a dit, même s'il y a du positif en Suède, la vérité. On a déjà mis du positif. Mais vas-y, du positif aussi pour nous, pitié. Alors, c'est parti, la bonne nouvelle de cette semaine, c'est l'entreprise Safran, pas l'épice, qui marque l'histoire avec le tout premier moteur d'avion 100% électrique certifié au monde. Donc voilà, l'Agence européenne de la sécurité permet au groupe français de lancer l'industrialisation à grande échelle. Donc c'est quand même une énorme révolution dans le monde de l'aviation. Ouais, mais ok, c'est intéressant. Mais du coup, c'est quoi? Il y aura des batteries pour
pour pouvoir tourner comme ça sans être branché. Je me Franchement, demande je sais comment ça va pas. marcher. Ok. Ouais, franchement, je sais pas. Est-ce que ça vaudra pour les gros avions? Peut-être plus pour les jets, les avions peut-être Ouais. à courte distance, tu vois? Je sais pas exactement. Bon, en tout cas, on peut s'en réjouir. Encore une entreprise française qui fait des siennes et on les félicite. Les amis, aujourd'hui, j'ai voulu évoquer pour vous, puisque vous le savez, le nouveau budget a été voté, le magnifique budget de François Bayrou a été voté. Et alors, j'avais envie de vous montrer où va votre argent. Voilà. Ah Comment ouais. l'argent que l'on vous vole est redistribué. Et alors, je me Ah suis ouais. penché sur le cinéma. Oui, C'est les subventions du cinéma, je vous en ai parlé dans plusieurs ouais. podcasts. Et alors là, j'ai fait toutes les sorties ciné Oh bordel. depuis le mois de novembre. Voilà. Ouais. Depuis le mois de novembre. Et vous allez voir à quel point on finance des films de merde avec des sommes complètement folles. Faites une addition et imaginez-vous combien d'hôpitaux on aurait pu construire, combien de policiers on aurait pu recruter. Vous allez Ouais. voir, c'est assez incroyable. Ok. On commence maintenant. C'est sorti il y a quelques jours. La mer au loin. Alors le pitch, je vous dirai pas tout le temps les pitchs, mais là ça m'a bien fait rire. Ouais. Le pitch, c'est Nour, clandestin marocain qui croise la route d'un policier, Serge et sa femme. Cette rencontre va bouleverser leur existence. Budget 2,5 millions d'euros via Arte, le Ouais. CNC. Le CNC, donc ça c'est vos impôts aussi. Ouais. Et la région sud, ça c'est Christian Estrosi qui a fait plaisir. Oui, et donc tous les mecs qui cotisent de la région sud, hein, c'est pas Christian Estrosi, c'est les impôts des mecs de la région sud. Gros budget pour la comédie de Jean-Pascal Zadi, La putain. Mission de l'espace. 17 millions d'euros de budget, dont 3 millions d'euros de France 2. Encore vous, le pitch, c'est la première mission spatiale africaine. Voilà, ça Ouais. sortira au mois de juin. Donc bon, j'espère que ça vous régale. Tous les films que je vais dire, c'est sur 3 mois. Hein. Ouais. Je préfère vous le dire. Dis-moi que tu m'aimes avec Omar Sy, ça sortira le 19. Vous voyez, en plus, on fait les petites sorties ciné, c'est Ouais, cool. c'est sympa, tiens. On devrait faire une rubrique. Donc voilà, donc c'est une histoire de tromperie. Bon, bref, on s'en fout. Budget 7 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros de France 2. Vos impôts, encore Mais une putain, fois. mais pourquoi on subventionne des milliardaires? Les mecs ils sont déjà milliardaires, enfin millionnaires, putain, mais ils ont l'argent eux, bordel. Ouais, c'est magnifique. Quelle entreprise? Non mais sans déconner, en vrai, quelle entreprise où nous ils nous donnent de l'argent à des gens qui sont déjà riches, qui se subventionnent eux-mêmes et que après ils récoltent le bénéfice évidemment de toutes les entrées et les places de ciné. Mais là putain, on paye des mecs qui sont déjà blindés, qui se reblindent encore plus. Mais c'est, enfin, en fait le principe est déjà dingue. Le film Les Cadeaux qui est sorti il y a 2 semaines avec une moyenne de 5 spectateurs par séance. Putain. Avec un budget de 4 millions d'euros et 930 000 euros de France 3. Ça, c'est encore vous, les amis. Un ours dans le Jura, voilà, c'est sorti le 1er janvier dans toutes les salles de France avec une moyenne de 104 entrées par cinéma avec Franck Dubosc. Gros budget, 12 millions d'euros, dont 2,8 millions de France Télévisions. Encore Ouais. vous, les amis. Putain, mais j'en ai marre. J'en ai déjà marre. Attends, mais c'est pas fini. Hein. Putain. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais c'est votre argent, ça. Ça, c'est votre argent. Planète B, 13 000 spectateurs depuis le mois de décembre, avec un budget de 5 millions d'euros, dont 650 000 euros du CNC, vos impôts, 750 000 euros de France TV, vos impôts, 400 000 euros des régions et 830 000 euros de crédit d'impôt. Ouais, Voilà, bon pourquoi bah pas. ok, bah oui, parce qu'il n'y en avait pas assez, tu sais, il y avait déjà les régions, il y avait déjà tous les trucs qu'on finance, mais oui, il n'y avait pas assez, donc forcément. Alors là, c'est magnifique. Noémie Merlan qui veut découper le patriarcat en petits morceaux. Oh, putain. Résultat, 5000 personnes se sont déplacées pour les femmes au balcon, soit une moyenne de 11 spectateurs par séance avec un budget de 3,5 millions d'euros via le CNC à 490 000 euros et France TV à 570 000 euros. J'espère que ça vous régale tout ça. Seulement 1000 entrées pour le film La Marmaille, soit 5 spectateurs par séance. Le pitch, c'est un petit ado réunionnais qui veut remporter un concours de breakdance. Donc un film 100% réunionnais avec 3,4 millions d'euros de budget, dont 1,2 million d'argent public du CNC et des régions. Mais en fait, je comprends pas parce que les places, elles sont déjà à 12 euros. Donc, qu'est-ce qu'on subventionne en plus? On voyait bien que plus personne n'y va au cinéma. Enfin, plus personne, c'est méga cher. C'est horrible, on mange des produits sucrés de pourris.
Et en plus, putain, il faut resubventionner par-dessus avec des mecs qui sont pour la plupart blindés et c'est que des gens connus. En fait, la dernière fois, je discutais avec un mec qui tient une coopérative de cinéma et en fait, le mec, il me disait, en fait, les gars, ils prêtent et ils subventionnent qu'aux gens déjà connus. Donc, on soutient même pas les nouveaux talents parce qu'il y en a des nouveaux talents. On subventionne des mecs qui sont déjà blindés, qui ont déjà leur réputation, machin, pour faire 5 spectateurs avec des gens qui vont payer 15 € la place. Mais putain, mais il y a rien qui va dans le système, rien. Écoute, c'est un business mafieux. Et allez, je vais encore vous faire 2 petits films parce que j'en ai encore 10. Hein. Mais bon, ça va être un petit peu long. Je vais vous faire encore 2 films. Seulement 39 600 entrées en quelques semaines pour Barbès, Little Algérie. Donc voilà, c'est un film sur l'histoire de Barbès qui est en fait algérienne selon eux. Donc 18 spectateurs par séance avec un budget de 2,7 millions d'euros, notamment financé par France Télévisions, le CNC et la région Île-de-France. Et puis allez, on va finir par le film de Camélia Jordana, un énorme flop à 1300 spectateurs, Les Tempêtes, avec un budget de 2 500 000 euros. Grâce aux aides du CNC, région Île-de-France, Pays de la Loire et Occitanie. Ouais, bah. Allez, attendez, je vous fais juste un petit truc sur les drag queens. Ah oui, si c'est important. Bah attends, il y en a un par mois qui sort de drag queen, donc vas-y. Exactement. 1200 entrées pour la comédie queer de Bilal Hassani, Les Reines du Drame, soit 12 spectateurs par séance avec un budget de 2 250 000 euros, financé entièrement par Arte, le CNC, la SACEM, les régions Normandie, Aquitaine et le département de Charente-Maritime et la BNP. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Ouais, bah oui, on sait pourquoi, c'est parce qu'ils défiscalisent. Voilà pourquoi. Ils défiscalisent pour pas payer leurs impôts et du coup, ils préfèrent payer ça et ça leur fait des crédits d'impôt, premier point. Et deuxième point, c'est pour dire, regardez, on soutient les trucs cool. Et après, t'as tous les petits fans de Bilal Hassani, les petits cucks de merde, qui disent « Ah super, je vais aller à la BNP ». Parce que c'est super, ils ont financé ce film-là. Voilà, c'est des histoires. Et puis bon, on se rend des petits services entre puissants. T'inquiète pas que la BNP, on reprend des milliards derrière. Par contre, pour virer les gens des banques, ça, ils sont là également. Alors, juste pour préciser quand même, il faut dire, le CNC, là, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. En gros, c'est l'établissement qui est censé soutenir la création française. Hein. C'est ça, il y a une partie de nos impôts qui payent et c'est à chaque fois que vous payez une place de cinéma, il y a de l'argent qui leur revient. En gros, c'est un peu ça le truc. Et d'ailleurs, leur budget a été augmenté par Rachida Dati, donc c'est vraiment le CNC, c'est vraiment quelque chose qui vous vole votre argent pour le réinvestir dans ça. Donc voilà, tout ça est évidemment un business mafieux. Le CNC est un organisme qui vous vole votre argent. Oui, tout à fait. Et puis en plus, alors ils ont changé de directeur hier, donc c'est encore quelqu'un qui va prendre plus d'argent, parce que ça c'est pareil, hein, c'est des petits postes entre gens, hop, on te place là, t'es directeur du CNC. Et j'ai appris quelque chose hier, figurez-vous, parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, je lis le soir, et donc je m'instruis en lisant. Et qu'est-ce que j'ai appris hier? J'ai acheté le magazine Frontières, voyez-vous, donc c'est truc d'extrême droite très méchant. Et en fait, ils ont fait une enquête sur Street Press, et dans l'enquête sur Street Press, ils ont reçu leur rédacteur en chef, qui s'appelle Monsieur Mollard. Et Monsieur Mollard, donc, il lui pose la question, comment vous êtes financé? Donc, il est financé en partie par George Soros. Bon, ça, faudra qu'on en parle une fois, hein, parce que ça, c'est quand même absolument magnifique. Et qu'est-ce que j'ai appris? Qu'il était aussi financé par le CNC. Mais attends, pourquoi le CNC finance des journaux? Il finance pas que du cinéma. Pourquoi il finance des journaux en ligne d'extrême gauche qui sont payés pour dire oui, la police tue, racisme systémique, et le Raptor fait des milices d'extrême droite pour faire des coups d'État? Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi le CNC finance des journaux. C'est quoi ce bordel en fait? À quel moment c'est dans le centre du cinéma de l'image animée? De toute façon, que ça soit le CNC ou pas, c'est à la fin l'État qui paye et donc vos impôts. Hein, oui, Libération, l'Humanité, etc. C'est évidemment aussi financé par vos impôts. Donc bon, voilà, c'est le CNC, ça doit être peut-être une petite magouille, un petit contournement de la loi, je sais pas. En tout cas, c'est une magouille entre eux. Donc vous voyez que ce système est évidemment pourri jusqu'à l'os, les amis, et que votre argent vous est évidemment volé. Donc si vous vous dites encore depuis toutes ces années que vous êtes content de payer des impôts, etc., j'espère qu'après ce que je viens de vous apprendre, vous êtes un peu moins content. Et maintenant, vous allez être encore un peu moins content, puisque figurez-vous que, alors là, c'est pas l'État, c'est la région. Bon, c'est aussi l'argent de l'État finalement, qui a embauché des policiers. Oui, alors là, vous allez vous dire... Ah, cool, génial, bravo, super. Bah, tu vois qu'il y a des bonnes nouvelles dans le pays. Ah bah, c'est vraiment super. Oui, la police des poubelles. On écoute. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Leur mission ? Inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés.
Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoirs, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Et lorsqu'ils croisent les habitants, Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. ils ne manquent pas d'expliquer leur action. La démarche est avant tout pédagogique. Oui, il y a peut-être eu un manquement sur un emballage ou plusieurs, je ne sais pas, je vais regarder. Je comprends la démarche. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Car la loi prévoit une amende de 35 € pour les mauvais trieurs. Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de contraindre les habitants à trier leurs déchets. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. Parfait, parfait. C'est pas Groland, hein. Ça c'est France 2. Oui, on l'entend bien. De toute façon, la voix, c'est toujours la même. Tu vois, tu m'aurais dit que c'était une parodie, je t'aurais dit non. Eh bien, dès le petit matin, Michel infecte les poubelles. Et c'est toujours avec le même ton qu'ils vont le dire pendant plusieurs minutes. Donc je sais très bien que c'est des vrais journalistes, je les entends, je les reconnais. Quand j'ai vu ce reportage, mon premier réflexe a été de mettre toutes mes piles usagées dans les poubelles. Donc, tu veux te faire sticker? T'as cru que t'étais au stade de foot, tu veux sticker? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, mettez vos piles usagées, mettez tout, ne triez plus rien. Tout, vous mettez tout, du verre, des piles, du carton, tout, vous mettez tout. Là, on est, en fait, j'ai plus les mots. Là, j'ai plus les mots. Là, je sais plus quoi dire, en fait. La police des poubelles, les gars. Donc là, moi aussi, je les déteste. Si vous nous écoutez depuis la Picardie, vos impôts locaux servent à financer la police des poubelles. Donc des putains de mecs qui vont venir renifler vos poubelles, les ouvrir et vous gronder si vous avez mis du plastique. Putain. Non, je peux plus les voir. Vraiment, je peux plus les voir. Je peux pas habiter dans le même pays qu'eux. Tu comprends bien qu'il y a un problème. Putain, mais je les supporte plus. Et en fait, le truc qui me dérange encore plus, en fait, il y a deux choses qui me dérangent. Numéro 1, petit A, c'est si on était dans le pays le plus paisible au monde, que tout allait bien et qu'on essayait de s'améliorer, tu vois, gestion des déchets, de faire un petit peu plus, je dirais ouais, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Et les gars, on n'a pas 1000 problèmes à gérer avant, bande de cons. Et tout le reste, pendant ce temps-là en France, des 10 épisodes qui ont précédé, en fait, sont là pour l'attester. Tu vois, on va même pas faire de liste parce qu'on n'a pas le temps. Quand je parle d'asile psychiatrique... Oui, c'est ça. C'est ça, là. C'est exactement ça. Et le deuxième truc qui me gêne, c'est comme d'habitude la méthode cheval de Troie. Exemple, c'est-à-dire, mais attention, ce n'est que pédagogique. Pour l'instant, pas de sanction. Donc vous inquiétez pas, c'est juste pour vous apprendre. C'est comme, vous savez, Telegram, on l'arrête parce qu'il y a des trucs pédophiles. C'est toujours sous prétexte de « mais vous inquiétez pas, hein, là c'est juste, c'est pour une bonne raison ». Mais au final, comment ça va se transformer, et on le sait tous, c'est que on va se prendre des amendes, on va se faire taxer, il y aura une taxe poubelle surplus. Vous savez comment ça va finir? Moi je vous le dis, c'est que, vous savez, il y a là t'aurais pu mettre ça aussi, il y a les puces qui vont arriver dans les poubelles. Et en gros, si c'est trop lourd, on te mettra un surplus. En Suisse, ça existe déjà. Hein. En Suisse, tu as le droit à 2 sacs poubelles en fonction de combien de personnes dans ta famille, je sais pas quoi, par semaine. Si tu as plus, tu payes. Tu payes en plus ta poubelle. Donc là, c'est comme ça que ça va finir. Et qu'est-ce qui est la finalité de toutes ces nouvelles normes, de toutes ces nouvelles polices des mœurs, on va dire? Eh bien, c'est de nous taxer et de nous prendre encore plus d'argent pour ceux à qui, malheureusement, il leur resterait un petit peu. À qui les 40% de taxes n'auraient pas suffi. L'inflation, l'augmentation de tous les prix, que ce soit ménager, que ce soit alimentaire. On va essayer de vous gratter encore plus d'argent sur votre poubelle. Donc là, pour l'instant, on te fait ça gentiment. Haha, on va te sticker parce que t'as mal trié, etc. En te disant quand même que t'es un pauvre con. Parce que, quand même, c'est facile à trier. Alors que non. Enfin, je sais pas, je me doute que parmi nos auditeurs, il y a plein de gens qui, comme moi, vivent dans une région et ont leur famille dans une autre région. Ce ne sont pas les mêmes règles en fonction des communes et des différentes régions. Il faut quand même le savoir. Ce n'est pas les mêmes règles partout en France. Et là, on va te taxer alors que vous savez même pas faire des règles claires et correctes, bande de cons.
Bon, moi je vous préconise vraiment la méthode des piles, de la vidange, de la vidange sur votre parking, d'aller, d'aller, d'aller cramer du pneu en centre-ville. Enfin bref, je vous vraiment, il y a la méthode écologique et il y a la méthode désécologique. Donc n'hésitez pas à suivre ma méthode. Moi, voilà, moi c'est vraiment, je mets les piles, je mets tout dans mes poubelles. Voilà, parce que j'ai vraiment bien envie de les faire chier. Donc, je récapitule. Votre argent là. Donc déjà, on nique entre le super brut, donc ce que votre patron paye, votre brut, de votre brut à votre net, de votre net à votre net après impôt, puis de votre net après impôt à votre taxe foncière, puis à la TVA de 20% sur quasiment tout ce que vous achetez, puis l'inflation, puis si vous avez le malheur d'être auto-entrepreneur, on va en revenir dans 3 secondes, ne bougez pas sur votre cotisation foncière des entreprises, parce que oui, si vous avez le malheur de télétravailler chez vous quand vous êtes auto-entrepreneur, eh bien vous payez quand même une taxe foncière, même si vous avez déjà payé une taxe foncière pour votre propre résidence principale. Bien sûr. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous faire les poches, tout ça pour financer des films que personne ne regarde, la police des poubelles, et pour financer évidemment, lui je l'adore, notre député, notre député marseillais préféré, qui visiblement est allé à l'école en Suède et qui n'a pas voulu, qui n'a pas voulu les cours de lecture. Il a pris l'option art, mais pas l'option lecture, lui. Sébastien Delogu, on l'écoute. Bah écoutez, cet amendement, il est très clair. Taisez-vous un petit peu là. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que, en fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir justement répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face les uns contre les autres parce qu'ils travaillent pas là. Par cet amendement-là, on vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Donc du coup, on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logement social pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci. Eh ben, c'est pas grave. Tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. 7 000 €. Ouais. Mais ça, c'est vos impôts. moi, je suis d'accord avec lui sur la fin. Je pense, là, ça nécessite un replay. Donc, si vous écoutez, n'hésitez pas à faire un petit replay. Peut-être que vous n'étiez pas concentré, tu étais en train de faire la vaisselle, tu étais top, tu avais ton enfant dans les bras, tu étais en train de discuter. Tu dis, attends, j'ai pas dû saisir la phrase de Delogu. Remettez-la quand même, histoire d'être sûr. À la fin, il y a un député de je sais pas qui dit j'ai pas compris. Bah ouais. Mais moi, je me suis dit pareil. Mais je me suis dit peut-être que j'écoutais pas, tu sais, avec les écrans, des fois. Tu sais, on a une notif, machin, j'ai peut-être pas saisi un bout de la phrase. Donc, j'ai réécouté. Et puis non, moi, ce qui me fait rire, c'est quand il commence. Ouais. Alors, ce que j'ai à dire, j'ai l'impression de voir Robert au PMU de Mantes-la-Jolie en train de discuter avec Didier le barman. Et ce que j'ai à te dire, Didier, c'est que... Taisez-vous un petit peu. Alors... Non, mais c'est catastrophique. Hein. Ouais, mais je pense qu'il est... Enfin, là, je suis désolé. Soit il est illettré, soit il est sous substance. Soit les deux. 7 000 € de salaire, plus des indemnités parlementaires, plus le fait de payer à lui ses assistants parlementaires, plus ses frais. Enfin bref, ça, le train gratuit, ce mec-là... machin, hein. Attention. Ce mec-là nous coûte une fortune, les amis. Et donc voilà, ça c'est votre député, La France Insoumise de Marseille. Donc si vous habitez Marseille, bravo. C'est même peut-être votre maire. Hein. Vous savez que dans les sondages pour la mairie de Marseille, il est à 11% quand même. Ouais. Donc il est mais les gens votent pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens votent pour lui. C'est à un moment donné. Tu vois, tu mérites aussi. Bon, de quoi on parle? Est-ce que je parle? Attends, parce que d'ailleurs, je voulais faire un bravo pour une fois. On l'a explosé plusieurs fois dans le podcast. Mais t'as vu Éric Piolle? Incroyable. Éric Piolle, le maire de Grenoble, l'écologiste, donc lui, il voulait cohabiter avec les dealers et confier la gestion du trafic de drogue aux dealers. Et il a dit que ce serait une bonne idée de faire des tests anti-drogue aux élus. Ah, mais pour une fois, je suis d'accord. Bah, tu vois, moi aussi. Donc, bravo Éric Piolle, excellente initiative. Mais alors, ce qui est génial, c'est que les autres élus, Yael Beauprivé et tout, a dit oui, mais en fait, on peut pas forcer, ce sera sur la base du volontariat. Donc évidemment que tous les drogués, si tu veux, ils vont pas être volontaires. Je suis volontaire à me faire dépister, je sais que je suis totalement drogué, donc évidemment. Et le problème, c'est que ceux qui sont pas drogués vont se faire tester, et ceux qui vont refuser de se faire tester seront en fait les nouveaux drogués, quoi. Eh oui,
C'est ça, exactement. Donc bref, voilà, je voulais dire à Eric Piolle, bravo, je soutiens cette proposition. Et si jamais on peut la pousser un peu tous ensemble, moi, ça m'intéresserait fortement. Bon, du coup, en parlant de drogue, est-ce qu'on parle de Mélenchon? À mon avis, il est sous coque, là. Bah là, je pense, et en fait, il y a un truc, c'est que vous vous souvenez, c'est aux dernières élections, c'était quoi, en 2022, je crois, ça passe tellement vite. Il a dit maintenant faites mieux, moi je me retire et tout. Et vous voyez bien que il est addict, en tout cas au pouvoir, à la politique, à la mise en lumière. Il n'arrive pas à lâcher. Et là, en fait, le mec, moi je le comprends. Les 300 000 voix là, qui lui ont empêché d'être au deuxième tour, ça l'obsède. Le mec. Et il se dit, attends, il faut que j'aille chercher plus, mieux, quitte à faire des dingueries, mais il faut qu'on parle de moi, il faut que j'aille chercher les communautés qui votaient pas, mais qui vont être sensibles à mon discours. Et là, il tente des délires. Je pense que c'est le sonore que tu veux nous faire écouter. Ouais, là, il tente des délires et il est évidemment complètement barjot, mais surtout, je comprends pas sa stratégie. Parce que, en fait, je la comprends, mais elle arrive trop tôt, sa stratégie. Je comprends le vote communautaire des musulmans, etc. C'est ça qu'il veut. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore assez aujourd'hui en France. Alors, c'est vrai qu'ils pourraient accéder au deuxième tour, mais au deuxième tour, ils perdraient contre n'importe qui. Mais ce que je comprends pas, c'est que du coup, donc ils gagnent un vote communautaire. Et encore, les musulmans, c'est des gens qui votent très peu. Donc, mais pourquoi pas? Donc, ils gardent le vote étudiant, mais ils perdent à côté le vote des gens à peu près normaux, qui étaient de gauche à la base et qui le suivaient, et qui, du coup, ne le suivent, mais plus du tout. Ouais, ils avaient du mal sur les délires wokistes. Et là, maintenant, sur ce qu'il dit, il y en a qui font un rejet total de Mélenchon. Même le Parti Socialiste est en train de... Bon, à mon avis, jusqu'aux prochaines élections, pour garder leur siège, ils sont capables de tout. Donc, mais même eux, ils sont en train de... Franchement, pour la présidentielle de 2027, je pense qu'un Klugsmann a plus de chances de faire de l'ombre à Mélenchon. En tout cas, c'est encore long. Hein. Une polémique, un truc. Attention. Hein. Nous, en France, on fonctionne comme ça. À la polémique, je sais pas quoi. Un jour, il va arriver avec un cocard. Ça va faire la une de la presse. Et bon, il va perdre 10% dans les sondages. Et puis, il va reprendre 10% parce que, je sais pas, il aura sauvé une petite fille dans un train. On sait pas. Hein. Bon, en tout cas, peut-être qu'il va s'allier avec Zemmour, puisque visiblement, il est d'accord avec lui. On écoute. Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique, vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. Ouais, mais c'est pas si neuf. C'est pas si neuf en vrai. Il nous l'a déjà fait le coup, la créolisation. C'est pas un grand remplacement, c'est la créolisation. Franchement, déjà dès 2022, il nous l'avait fait dans la campagne. Moi, je trouve pas que c'est une si grande nouveauté. C'est pas une nouveauté, mais je trouve qu'il l'affirme de plus en plus, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il le dit par des mots très clairs. Je suis d'accord. J'ai réécouté les débats de 2022, notamment celui avec Zemmour sur BFM qui avait fait un carton d'audience où il disait que le grand remplacement, c'était une théorie conspirationniste, etc., qu'il parlait plutôt de créolisation, machin. Mais là, vraiment, on sent le désir. D'ailleurs, il a parlé de Nouvelle-France dans le même meeting. Il a vraiment ce désir-là de gagner les voix d'une population qui ne vote jamais. Mais est-ce que cette population, c'est ça que je me demande, est-ce que toute cette population va se faire avoir par ce discours? Je sais pas. En tout cas, eux, la population qui vise, ils sont persuadés d'être persécutés par des racistes. En France, de vivre qu'avec des racistes. Je vous renvoie à la polémique de l'humoriste là sur C'est à vous. Là, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous savez, le mec, il est arrivé avec un bonnet, une longue barbe et un long pull, et ça faisait penser un peu à une tenue salafiste, quoi. Et surtout, on a déterré des tweets. Voilà, quoi. on a déterré des tweets un peu chelous du gars. Et du coup, là, leur ligne de défense et de tous ces soutiens, c'est, vous voyez, les racistes, ils s'attaquent à nous en France, les racistes, etc. Et donc, il y a vraiment une partie de la population qui est énorme, hein, même chez les jeunes, qui ont l'impression de cohabiter en France avec des racistes, des gens qui sont racistes. Et eux, ils peuvent se voir dans le discours là de Mélenchon. Et Mélenchon, en gros, ce qu'il dit, il essaie de se moquer de Zemmour. Oui, il y a un grand remplacement, mais d'une génération par une autre. En gros, c'est les jeunes qui remplacent les vieux. C'est ça qu'il dit. Il veut pas dire il y a un grand remplacement des populations extra-européennes. Hein. Sa stratégie, en tout cas, elle est bizarre. Pas sûr qu'elle marche. On a vu avec l'élection à Villeneuve-Saint-Georges de Louis Boyard qui a perdu au deuxième tour
face à la candidate Les Républicains, alors que Villeneuve-Saint-Georges est une ville qui est, alors je sais pas si vous connaissez, mais qui est complètement... Non, explique-nous parce que c'est pas très connu en vrai, Villeneuve-Saint-Georges. C'est la ville déjà la plus pauvre du 94, et c'est surtout la ville la plus grand remplacée avec apparemment, c'est ce que Louis Boyard dit, 120 nationalités. Bon, il n'y a plus aucun Français en gros à Villeneuve-Saint-Georges, et même, tu vois, c'est ça que je te dis en fait, c'est que même les gens qui sont pas des Français de souche ont fait barrage à Louis Boyard et ont préféré voter pour le nouveau maire Les Républicains que la France Insoumise. Bon, en même temps, dans le programme de Louis Boyard, il y avait désarmer la police, enlever toutes les caméras de vidéosurveillance. Bon, c'est vrai que déjà, quand t'es pauvre, tu subis l'insécurité, et en plus, t'as un mec qui arrive et qui dit, voilà, c'est full pour les délinquants. Bon, je sais pas. Ouais, bah écoute, franchement, on aura l'occasion de la suivre ici, cette campagne. Je pense que ça commence déjà, à voir. Est-ce qu'il est dans un... Je pense que les mecs, ils font des calculs de sondage, de pourcentage de population à prendre et tout, c'est hyper précis, ils font pas ça au hasard. Moi, je pense qu'ils visent un truc précis. Et je pense qu'il se dit que ça va pas forcément dégoûter. Regarde les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont méga fanatisés, LFI, etc. Il pourra dire toutes les dingueries. Ouais, mais attends, le vote des jeunes à gauche, le vote des jeunes, c'est même pas 50%. Mec, c'est pas grand-chose comparé à toute la propagande que les jeunes subissent, notamment à l'école. 50% des voix, il en manque 50 encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Bon. Je sais pas. Bon, la stratégie, en tout cas, pour le deuxième tour, c'est sûr qu'il est mort, mais en tout cas, pour le premier, je peux comprendre. Bref, on vous vole votre argent pour finir, en tout cas. Alors, ça vient d'être suspendu. Voilà, le gouvernement donc a essayé de créer un budget. Donc il n'avait pas envie de dégraisser. Voilà, il n'avait pas envie de dégraisser le mammouth. Et donc le gouvernement a eu plusieurs idées, avec notamment, il avait eu l'idée de retirer l'enveloppe de 15 millions d'euros. Écoutez bien, pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Ouais, ça sert à rien. Voilà. On va faut qu'on finance les films sur les drag queens, sur le migrant, etc. Mais on va quand même pas rechercher pour le cancer. On s'en balèque de ça. Bon, évidemment, face au tollé, la mesure a été suspendue. Voilà. Et puis, évidemment, ça concerne évidemment les auto-entrepreneurs. Voilà, après avoir fait augmenter l'URSSAF à 26%, maintenant, c'est le seuil de TVA qui devait passer de 85 000 euros à 25 000 euros. Mais la mesure a été suspendue. Oui, alors, il faut quand même rappeler, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément très familiers avec ce statut d'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, il faut gagner moins de 75 000 euros par an. Donc en facture, c'est-à-dire c'est pas l'argent qui va t'arriver parce que derrière tu vas te prendre 20% de taxes. 75 000 euros brut, quoi. Donc c'est-à-dire c'est pas des énormes nantis très riches, etc. C'est souvent des gens... En gros, les auto-entrepreneurs, moi, de ce que j'en sais, et j'en ai moi-même été un, en fait, c'est soit un travail un revenu complémentaire. On est salarié et à côté, on a une petite auto-entreprise où on facture d'autres choses, que ce soit des travaux, de conseils, de je sais pas quoi, n'importe quoi. Et donc, c'est des petits revenus à côté qui nous permettent de sortir de cette classe moyenne moins, qui nous empêche de sombrer dans la pauvreté et d'essayer de garder un petit peu un cadre de vie assez suffisant, on va dire. Ou alors, ce sont des métiers qui sont assez précaires quand même, en freelance, etc. Et ces gens-là, ce sont des gens qui quand même prennent beaucoup de risques. Parce que ce n'est pas des gens qui ont des revenus garantis. Ce sont des gens qui ont plein de clients, ça bouge, etc. Ça peut aller... ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et même ces gens-là, qui mériteraient de gagner de l'argent parce qu'ils prennent des risques, c'est comme ça normalement qu'est fait l'économie, eh bien, on vient les étouffer. Et en fait, le truc, il faut expliquer sur la TVA, c'est que en fait, c'est le seuil de remboursement de la TVA, c'est ça? Oui, exactement, le seuil de remboursement de la TVA, c'est bien ça, oui. En fait, pour expliquer aux gens qui n'ont jamais eu les mains dans ça, et en fait, c'est normal, moi, ne vous sentez pas mal à l'aise de ne pas savoir ça. Moi, avant d'avoir touché à ce bordel-là, j'ai jamais je connaissais pas parce qu'à l'école, à part nous apprendre par cœur les dates de Charlemagne, je sais pas quoi, la libération de la Pologne, enfin bon, je dis n'importe quoi, vous avez compris, et les maths pi au carré, on n'apprend pas des trucs concrets, on n'apprend pas à gérer son argent, on n'apprend pas à comment ça marche la TVA, etc. En fait, la TVA, l'arnaque, en fait, elle se situe dans le fait que quand on gagne pas mal de revenus et qu'on est une entreprise, oui, les 20% de TVA, on les paye, mais on les récupère à la fin de l'année, on nous reverse de l'argent. Et là, en fait, ils essayaient de ne pas reverser l'argent, à part à vraiment ceux qui gagnent peu, ceux qui gagnent un salaire très, très moindre. Et donc, ça allait encore pénaliser, encore une fois. Là, vous voyez bien qu'ils tapent dans la classe moyenne qui travaille, et non pas dans la classe
basse qui ne travaille pas, ou dans la classe très haute. On tape toujours dans cette classe moyenne moins en fait. C'est encore une fois... Ou dans les dépenses de l'État complètement aberrantes. Voilà, c'est ça. On tape dans les gens qui bossent, et généralement, un entrepreneur, ça envoie du lourd. Je veux dire, c'est pas... il n'a pas si tu veux... Comment on appelle ça, les aides qu'un intermittent peut avoir, où il peut ne pas travailler pendant plusieurs mois, etc. L'auto-entrepreneur, s'il ne travaille pas le mois prochain, c'est fini, il n'a pas de salaire. Donc, si tu veux, ces mecs-là, il faut qu'ils puissent coffrer de l'argent, et dès qu'ils se versent le moindre salaire, ils sont retaxés en plus. C'est horrible. Là, franchement, s'attaquer aux auto-entrepreneurs, pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose, alors qu'il y a tellement de sujets où on pourrait enlever de l'argent. Les grandes entreprises, la semaine dernière, on en a parlé, les auto-entrepreneurs cette semaine. Enfin bref, vous avez compris que dans ce pays, on vous vole votre argent, donc surtout ne soyez pas content de payer des impôts. C'est juste évidemment du vol. Cependant, ce temps-là en France aurait pu continuer encore quelques longues heures, puisque j'ai beaucoup de trucs à dire. Mais là, l'épisode va durer 6 heures. Donc, nouveau pendant ce temps-là en France, évidemment, la semaine prochaine, avec encore autant de lourds que cette semaine. Et maintenant, écoutez, c'est l'heure de la 3e rubrique. On passe avec Monsieur Trotsky à l'action. Maintenant, place à l'action. Et oui, on passe à la rubrique action. La rubrique action, parce que oui, on commente, oui, on se plaint, etc. On dénonce ce qui va pas, mais on a quand même envie d'avoir la main mise sur notre vie, et c'est pour ça que je vous propose de mettre en place des actions concrètes chaque semaine qui sont très diverses et variées. Je vous invite, pour tous les nouveaux, à découvrir les 10 d'avant. Si vous les mettez en place, je vous assure qu'il peut y avoir de grands changements. Alors, la semaine dernière, on a parlé un petit peu lecture. Je vous ai dit que c'était important et je vous avais donné cette mission de lire. Je vous avais dit, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message et je vous ferai un tuto lecture, parce que je sais que pour les victimes comme moi des écrans, etc., c'est difficile de se concentrer. C'est ce que mon ami Jean-Michel Aplati nous a confié, et moi-même je suis passé par là. Bon, comme vous avez fait les rats, vous n'avez pas lâché les coms, vous n'avez pas lâché les messages, eh bien je ne vous fais pas tuto lecture. Tant pis pour vous, fallait me bouger. Moi je m'en fous. Je l'ai déjà, moi, mon bac. Moi je sais, j'arrive déjà à lire, d'accord ? C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour vous. Donc prenez-vous en main. Et c'était aussi pour Sébastien Delogu. Oui, c'est vrai que lui, c'est vérité. Donc bref, voilà, c'était la phrase de prof. Moi, je l'ai déjà mon bac, donc je m'en fiche. Moi, je serais payé pareil à la fin du mois, d'accord ? Donc bref, faites pas les rats et lâchez des coms quand, bon sang, on veut des retours. C'est important pour nous de voir. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter les pays qu'on voulait qu'on traite, etc. Eh bien... aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer un petit peu à une certaine frange de mecs de développement personnel. Moi, j'aime bien le développement personnel, ça m'intéresse, etc. Mais il est vrai qu'en écoutant des contenus, parfois, je me retrouve en face de gens qui nous vendent un peu les divertissements comme un espèce d'ennemi. C'est-à-dire, ils sont là, enlevez le jeu vidéo de votre vie, enlevez le cinéma, enlevez d'écouter de la musique, tout ça, ça vous, comment on appelle ça, ça vous éloigne de vos projets, ça vous obscurcit l'esprit, on va dire. Et moi, je trouve que c'est un peu dangereux comme mode de pensée. Je pense qu'il faut un temps pour tout. Il faut juste savoir s'organiser et ne pas tomber j'allais dire l'addiction, mais c'est dans l'addiction. Et puis surtout, il faut faire preuve de mesure, comme tout dans la vie. C'est-à-dire, moi, j'adore la bonne bouffe, j'adore bien manger. Et c'est pas pour autant que je fais 250 kilos et que je mange toutes les 2 heures et des trucs horribles. En fait, tout dans la vie. Et c'est pareil, écouter un bon album de musique, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'élève. Mais par contre, je vous dis pas de comme ces espèces de zombies que je vois tous les jours dans le métro, dans les supermarchés, etc. Des gens qui vivent avec leur AirPod. Non mais c'est horrible à écouter Gazo et SDM. Évidemment que ces gens-là, je ne vous dirais pas de faire comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la culture, le divertissement, tout ça pour moi c'est hyper important et on doit développer une culture intéressante pour pouvoir s'élever. Et là, la culture qu'on nous impose, je pense que là, tu m'as fait la transition parfaite avec le CNC. La culture, en tout cas cinématographique qu'on nous impose, vous avez bien compris. C'est les trucs de drag queen, les trucs de migrants, les histoires d'amour à l'eau de rose de merde qu'on a déjà vu 100 fois pourries, les histoires de l'Afrique dans l'espace ou je sais pas quoi. Ça, c'est français, hein. C'est quand même, c'est vous qui payez ça. Et en fait, moi, je pense qu'il faut, c'est un devoir, on doit vraiment développer notre propre culture parce qu'on ne doit pas se laisser imposer Patrick Bruel, Camilla Jordana et Frédéric Becbédé. Je cite pas ces 3 exemples-là au hasard. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu, tapez leur nom et vous allez comprendre pourquoi j'ai cité ces 3-là. Ils ont un petit lien qui n'aura pas rapport avec leur origine ou quoi que ce soit. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous allez comprendre. Et en fait, pour moi, on doit développer notre propre culture et pour ça, on doit simplement soutenir les artistes un petit peu autres, un petit peu dissidents, un petit peu hors système, etc. C'est pourquoi, pour la semaine prochaine, franchement, là, c'est une mission facile. On est début février, il fait froid, machin, bientôt les vacances. Je sens que vous êtes un petit peu fatigué, je vous donne une mission facile. Alors,
J'espère que tu es prêt, mon Jean-Michel, pour Allez. cette mission. Je vous demande afin de soutenir, de promouvoir un artiste, un bon artiste, je vous propose pour la semaine prochaine le minimum du minimum, c'est de s'abonner à sa chaîne, à ses réseaux sociaux et de laisser un like, un commentaire. Voilà, un petit encouragement. Je vous assure que nous, qui faisons un travail comme ça à côté, sans rémunération, recevoir un petit message, bravo, c'est cool, on a appris ceci, ça fait vraiment du bien, et même les artistes, ça leur fait du bien. Et en fait, je vous ai cité 3 artistes qui, à mon avis, méritent d'être soutenus pour leurs actions passées. Je vous citerai IAM et Akhenaton, parce que c'est les seuls qui, en France, ont refusé le pass sanitaire et qui ont décidé, une fois que, tu sais, quand on se testait, on pouvait accéder au concert, ils payaient les tests à leurs spectateurs pour que personne n'ait à faire le pass sanitaire. Donc, je vous demande vraiment d'aller leur lâcher un petit like, d'aller leur lâcher un commentaire, bravo Akhenaton, ou tu déchires et tout, au mieux de leur acheter un album, une place de concert. Franchement, ce sera un bon moment et vous soutiendrez des artistes engagés. La deuxième personne que je vous demande, si vous n'avez pas d'idée d'artiste un peu engagé à soutenir, c'est Ingrid Courrèges. Franchement, je l'ai entendu en live la semaine dernière, c'est ça qui m'a donné l'idée de cette rubrique. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. Et bah tant mieux, c'est bien, ça va nous la faire découvrir. Ingrid Courrèges, c'est la chanteuse des manifs anti-pass et tout. C'est celle qui faisait des parodies. Une de ses chansons la plus connue, c'est une parodie de La fête de trop d'Edith Préto qui s'appelle La dose de trop. Et en fait, elle raconte un ami à elle qui a fait la dose de trop et qui en fait se prend des effets secondaires de zinzin. Voilà. Et donc elle dit voilà, c'était la dose de trop et malheureusement personne ne veut reconnaître les effets secondaires, etc. Et donc elle est hyper engagée, elle a fait des chansons à les manifs et en fait la meuf, j'ai entendu un de ses lives et elle a une voix, un talent de dingue parce que elle chante dans des conditions horribles, c'est en manif avec une enceinte à côté de l'oreille, il y a des larcènes et tout, et elle a une voix. Et en fait je me dis mais attends, c'est une bête d'artiste, pourquoi nous on nous impose à la radio je sais pas, des artistes, des Jen, des Chrissy and the Queens, putain ils ont pas de voix, des textes de merde, c'est pourri, les DJ c'est que des reprises, c'est nul, alors que franchement elle c'est une bête d'artiste. Je vous jure, tapez sur YouTube Ingrid Courrèges, allez écouter ses chansons, en particulier ce qu'elle fait en live, c'est franchement hyper intéressant. Puis elle est très engagée, anti-pass, etc. Elle a jamais baissé son slip parce que là elle part en tournée et en fait chacun met ce qu'il veut. Et elle vient chez les gens, dans des salons, dans des salles municipales, etc. Et tout le monde peut venir et met l'argent qu'il veut. Et c'est c'est génial, il y a des espèces de buffets après. Donc moi je vous le dis, j'irai à celui à Paris. J'irai à son concert d'Ingrid Courrèges à Paris qui se tiendra le 3 avril. Voilà. Donc je serais hyper content d'y aller. Bête d'artiste. Et le troisième artiste, et vous allez voir, c'est des mecs qui sont vraiment extrême gauche à mort, mais je trouve que c'est quand même intéressant qu'ils soient là, c'est les Go-Get. Alors les Go-Get, je pense que vous avez vu qui c'est, avec leur parodie là, t'as voulu voir Bérou, t'as vu Bérou, c'est la parodie de t'as voulu voir Bouzoul, voilà. Eux, ils font des chansons, ils avaient fait des trucs sur le confinement, ils font des trucs sur la politique, hyper bien réalisés. Franchement, niveau musical, niveau production, c'est hyper bien fait, les clips sont beaux. Et puis ça dénonce, franchement ça dénonce. Et pareil, eux, dans leurs idées, je sais qu'ils sont vraiment très très extrêmement à gauche, vénère, mais c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et puis ça, franchement, c'est pas ce qu'on entend à la radio, quoi. C'est vraiment de la merde. Là, on a des choses différentes. À nous de les soutenir, à nous de les porter, à nous de pas être des gens passifs et de leur lâcher un petit un petit like. Leur acheter un petit CD, franchement il y a des CD les gars, genre Ingrid Courrèges ça vaut 5 balles, qu'est-ce qu'on s'en balèque. Et puis c'est cool, ça soutient, moi je suis content de promouvoir comment on appelle ça, cette culture, parce que là les artistes, en fait la réalité d'aujourd'hui c'est quoi, c'est que soit tu passes à la radio, soit t'es dans une grande maison de disques, t'es promu par les gros streams, soit t'existes pas. Et en fait, il y a deux types d'artistes en France. Il y a les Stromae, que j'aime par ailleurs, hein, mais t'as les Stromae, les DJ Snake, je sais pas, Calogero, Jen, Chrissy and the Queens, qui en fait remplissent des zéniths 7 ans avant. C'est-à-dire que Stromae, il avait vendu ses places 2 ans avant, il était sold out 2 ans avant de commencer la tournée. Soit t'es un petit artiste et t'as accès à aucune salle et t'as pas d'oseille. En fait, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a plus d'artistes du milieu, je trouve. Donc, ces petits artistes-là, charge à nous de les soutenir. Je vous ai donné 3 exemples, mais je suis sûr que vous en connaissez d'autres. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires vos artistes à soutenir. Ça peut être des humoristes. Moi, j'avoue, j'ai pas cité d'humoristes, j'aurais pu. Là, je me suis concentré sur la chanson. Mais tous ces humoristes-là, tous ces artistes-là qui ont résisté pendant la crise et qui continuent à faire du contenu un peu différent, franchement, on doit avoir une culture française qui n'est pas que ces artistes de merde. Soutenez-les à fond, un like, un partage, un album, une place de concert, ça vaut rien. C'est chaleureux, envoyez-leur un petit MP, on vous soutient, continuez, lâchez rien. Franchement, ça vaudra tout l'or du monde. Soutenez les artistes, les gars, c'est gratuit.
Évidemment, ça vaut aussi pour toutes les émissions de podcast dissidentes, les Eh émissions oui. de radio, même radio, je sais pas si ça se fait encore, les radios Oula, pirates. pas beaucoup. Bon, en tout cas, plus beaucoup, c'est un peu nous aujourd'hui, les pirates dans nos buanderies. Bon, en tout cas, vous avez compris, en tout cas, l'action de Trotsky, qui est une action, ça va, c'est tranquille, hein. Franchement, aller soutenir des artistes engagés qui font des trucs bien, ça va, c'est une action plutôt cool. T'as été gentil avec nous cette semaine, ami Trotsky. Bon, le podcast trade, là, ça fait, je sais pas combien ça fait de temps qu'on est. quasiment. Ouais, bah, une heure. Eh ben, en ce moment, voilà. Au début, on s'était fixé 1h10, 1h15, et ça. plus les podcasts avant, plus bon, bah, on va finir, à mon avis, au mois de juin à 3 heures de podcast. Hein. C'est Je ça. vous le dis, Pour les élections. Non, mais les élections, je pense en 2027. Là, en 2027, on sera à 4h50, tu sais. Bon, bah, let's go. Si vous prenez la route, vous pouvez faire Paris-Lyon en écoutant un podcast. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que le podcast vous a bien régalé encore cette semaine avec du lourd, que ce soit en France ou en Suède, évidemment. On revient la semaine prochaine pour un nouveau podcast, un nouveau pays, un nouveau pendant ce temps-là en France, une nouvelle action. Enfin bref, on va encore se régaler comme il se doit. Partagez notre podcast, commentez. Et évidemment, faites tourner à tout le monde parce que bon, avec la censure qu'on se prend en ce moment, le pouce sous la vidéo, les gars, c'est hyper important pour nous. On va pas être mis en avant, on va pas être mis en avant, je vous le dis. Bon, en tout cas, merci de nous suivre et à la semaine prochaine. Ciao Trotsky, ciao. Salut.